Il paraîtrait que la mission d'Enzo, c'est de détourner tous les hétéros. J'ai même entendu dire qu'avec Courriel, c'est chic 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 et bit bit bit. Je m'appelle Jadin. Je m'appelle Amandine. Et vous écoutez l'épisode 75 du N'importe qui ma vie. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Exit les anges, la villa des cœurs brisés et les Marseillais. Cette semaine, on va zapper sur la chaîne française d'MTV qui nous régale d'une nouvelle télé-réalité, Frenchy Shore. L'objectif, c'est les baiser toutes et tous sans se cacher des caméras. Je me sens bad, horny pour pas changer. Et à chaque fois que j'ouvre un rideau dans chaque pièce de la maison, je tombe sur deux personnes en train de faire des trucs pas très catholiques. Je prends mon lubrifiant XXL à la main, je prends ma trousse à capote et on se barre dans le bésodrome. C'est plus normal de sucer une bille que de boire du jus multivitaminé le matin ici. Oh, c'est bon. Moi je trouve elle une belle chatte, et j'avoue j'y mettrais bien ma petite langue dedans. Moi si je sors, c'est pas pour enfiler des perles, c'est pour me faire enfiler. Aïe 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 aïe. J'ai envie d'avoir un peu d'intimité. Pourquoi faire? On est chez les Frenchy Shore, toute cuisse écartée doit être filmée, on est chez le gynécologue. Est-ce que t'es chaude pour un plan à 3? Trop chaude, ça me régale. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Quand les souris ne sont pas là, la chatte danse, là c'est n'importe quoi. Le store se ferme, Théo, Melvin, Julie et moi, plan à 4, action. Plan à 4. Les gars, c'est la France, le hardcore c'est Frenchy Shore. Avant de commencer cette émission, on remercie Amandine qui nous rejoint pour remplacer Mina qui actuellement est aux États-Unis. Peut-être à Jersey Shore, qui sait. Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'elle a une seconde vie qu'on ne connaît pas. Merci Amandine d'être avec nous aujourd'hui. Mais de rien, c'est un grand plaisir. Je commence à être un peu habituée de ce podcast et du coup c'est un peu comme à la maison, c'est bien. Jamais 203, hein, toi-même Écoute, tu sais. jamais 203. Et c'est même toi qui m'as imposé, je crois que le mot imposer s'impose, mais qui m'a imposé le thème de cette émission qui est Frenchy Shore. Alors, tu avais déjà vu Frenchy Shore avant de faire cet épisode, il me semble? Oui, alors moi j'avoue, j'aime bien la télé-réalité. J'aime bien la regarder pour me moquer, mais j'aime bien la regarder tout court, hein, faut assumer les choses à un moment. J'ai travaillé pendant presque 5 ans dans le milieu de la télé-réalité, donc je connais un peu les grosses ficelles. Et j'avoue que quand Frenchy Shore est sorti sur MTV et Paramount+, bah j'ai bien kiffé quoi. C'était sympa. Tu travaillais toujours dans la télé-réalité à ce moment-là? Non, j'avais raccroché depuis longtemps. Mais par contre, du coup, c'est un milieu que je suis encore de temps en temps. Et surtout, en fait, c'est un milieu que j'aime bien regarder pour me vider la tête, dirons-nous. Mais on n'est pas là pour enfiler des perles aujourd'hui. Parce que la télé-réalité a son lot de sexualité qui est le plus souvent cachée, on va pas le mentir, mais Frenchy Shore arrive et prend à contre-coup tout ce qui est sexualité en s'imposant comme la télé-réalité où on va ken et on va le montrer. C'est ça. Frenchy Shore, en fait, c'est une télé-réalité française qui a été diffusée entre le 11 novembre 2023 et le 6 janvier 2024, d'abord sur MTV, puis très rapidement, je crois que c'était 24 heures après au niveau des épisodes, sur la plateforme de streaming Paramount+. Elle est produite par A Productions, qu'on connaît pour d'autres téléréalités de qualité. Surtout Arthur. C'est Arthur qui a été producteur de l'émission. Exactement. Mais A Productions, c'est aussi la JLC Family, qui est un enfer sur Terre. La JLC Family, c'est genre le Kardashian du pauvre, quoi. C'est un dynasty show avec des candidats de télé-réalité français, Jazz, Laurent et leurs enfants. Qui sont à Dubaï, c'est ça? Qui sont à Dubaï, ouais. C'est vraiment affligeant. C'est le Kardashian du pauvre, déjà que... Les influx voleurs, hein, toi-même tu sais. C'est eux qui ont été particulièrement visés dans les affaires des influx voleurs, par exemple. Voilà. Et ils ont aussi failli noyer leur fils dans la piscine parce qu'ils faisaient des stories pendant ce temps. Oh merde, non. Oui, Ils sont cons, mais vraiment ces gens sont cons. De toute façon, moi je suis un compte qui s'appelle Dear Chris, qui est un YouTuber qui raconte tous les dramas, mais il y a des trucs tous les jours. C'est incroyable, il y a des trucs tous les jours de drama. Mais ces gens-là, je sais pas si en fait ils font exprès. Tu vois, pour attirer l'attention, pour faire un bad buzz. C'est en partie ça. Il y a des choses, c'est scandaleux quand même. Ils n'ont pas inventé le fil à couper l'eau tiède, hein, on va pas se mentir. Mais oui, c'est en partie aussi une marque de fabrique. Et pour récapituler Frenchy Shore, donc 10 épisodes d'1 heure. J'ai pas tout regardé, Amandine l'a fait. Évidemment. Moi, vraiment, on va décrypter les 3 premiers épisodes. Je vais pas me regarder 10 heures de ça. Et pour le concept, on va suivre 10 personnes, 5 jeunes femmes et 5 jeunes hommes qui vont passer un mois dans une villa sur le Cap d'Agde
il va se passer des choses entre sessions de travail. Je reviendrai sur les Travail. sessions de travail et surtout de la baise, de la baise, de la baise, de la baise et de la baise. Et pour commencer le premier épisode, on va introduire nos joyeux lurons et luronnes. On va peut-être pas prendre dans l'ordre, mais vraiment, je crois que le premier épisode d'une heure, c'est 30 minutes. Vous les voyez tous arriver dans la villa, ils font leur petit show, ils sont en mode « moi, je suis trop cool, je suis trop bad cool, etc. » Donc on va vous faire une petite introduction de tous les personnages de cette télé-réalité. On va commencer par les meufs, ce sera plus simple. Les Allez. premières qu'on voit, c'est Julie et Auriel. Donc du coup, Julie en premier. Julie, c'est vraiment le duo Julie et Auriel qui transparaît d'abord à l'écran. On sent qu'elles vont tout de suite être bonnes copines. Les BFF. Exactement. Écoute, ma foi, Julie, je sais pas trop comment te la décrire, un pur produit du Sud. Auriel, moi j'ai surtout retenu une punchline, où il y a de la bite, il y a Auriel. Ça donne quand même le ton des vacances. Auriel va être la meuf un petit peu déglingo. Là où Julie, ça va être un petit peu la cagole du Sud, mais tu vois, la cagole qui a des valeurs et qui voilà, est là aussi pour le cocoro, le corazon, au-delà du cucu. Mais Auriel, c'est vraiment la meuf déglingo à mort. Ça va être elle qui va te sortir toutes les punchlines de cul à chaque fois que tu la vois intervenir. Il y a obligatoirement pénis dans la phrase, ou il y a obligatoirement c'est à clito. peu près ça. Voilà, c'est vraiment la déglingo de service qui le dit direct, en fait, c'est vraiment lâché. Oui, elle est là pour baiser, et je trouve ça assez bien pour le coup, puisque tant elle que Julie, elles assument complètement qu'elles sont là pour se faire démonter. Voilà. D'ailleurs, Julie a un magnifique mantra pour qualifier la saison. L'élégance, c'est la France, le hardcore, c'est Frenchy Shore. Ce qui est pas faux. En vrai, c'est pas faux. Et je trouve ça très bien trouvé. Voilà. Auriel, au niveau du physique, on est sur quelqu'un avec des formes. Tout le monde va être refait, sauf une personne qu'on dira juste après. Au niveau des nanas, elles sont toutes refaites. Auriel, on va être sur une grande meuf, peau bronzée, blonde décolorée. Voilà. Ça. Par contre, c'est des tronches de télé-réalité. Vraiment, quand je les ai vues, j'ai fait oui, vraiment, c'est le physique qu'on s'attend à voir dans la télé-réalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on a Iris qui est la troisième présentée, il me semble. J'aurais dit Cara. Oh oui, Cara, allons sur Cara. Mais allons sur Cara. Cara, c'est vraiment, je trouve, le stéréotype de la pick-me. Elle est belle, elle est douce, elle parle comme ça parce qu'elle est bad belle et elle est bad gentille. Mais on va très vite voir que c'est une façade. C'est une chieuse, autant le dire. C'est une grosse chieuse. On va pas se mentir, c'est une grosse chieuse. Mais elle est plutôt rigolote. Et on sent, en fait, dès qu'elle arrive dans la villa, on sent qu'elle est pas là pour enfiler des perles et qu'elle est pas là pour se faire des copines. Elle aussi, elle est là pour baiser, mais si elle peut baiser les mecs des autres... Oui, elle est très fausse en fait, c'est qu'elle va avoir cette façade très... Après, alors, prenez tout ce qu'on dit avec des pincettes, parce qu'on est dans une télé-réalité, on est dans un spectacle. Évidemment. On ne juge pas les gens font ce qu'ils veulent, on sait que c'est des personnages. Il n'y a pas de souci, c'est la télé-réalité, ce sont des personnages. Donc on va pas juger les gens à part entière, ça se trouve c'est même pas leur vrai nom en vrai. Donc tu vois, j'ai pas été poussée jusqu'à regarder qui était qui dans la vraie vie, mais en tout cas c'est des gens qui sont là pour percer. Ils font le show pour percer, comme Nabila l'a fait, comme plein d'autres l'ont fait auparavant. Donc on juge des performances aussi. Exactement. C'est le principe de la télé-réalité. Quand tu regardes vraiment la fiche technique de ce genre de programme, ça s'appelle des divertissements non scénarisés. Concrètement, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de scénario, mais on est là pour avoir des séquences, pour avoir des moments de télé. Si il reste toute la journée à se dorer le cul à la piscine et que tout va bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas très drôle à regarder. Et qui dit moment de télé, dit drama, et justement, Cara sera à l'origine de beaucoup de dramas, surtout sur les 3 épisodes que j'ai regardés. C'était vraiment elle qui allait foutre la merde et qui était vue comme... un petit peu la chieuse, celle qui était de façade hyper gentille, hyper soror, parce que tu vois, moi je veux pas me prendre la tête avec toi pour un mec, vraiment c'est pas ma mentalité. Et dans le dos, elle fait des coups de pute, elle dit des choses en confession où tu fais bon, c'est la meuf fake, un petit peu en tout cas en termes de personnalité, mais elle est très belle, c'est une grande meuf avec vraiment, je trouve elle a un très joli visage, elle a des jolis traits de visage, voilà, elle est très très belle. Moi je trouve Cara c'est vraiment la plus belle de l'aventure, je trouve, pour le coup. Oui, de loin même. Et du coup, on va passer à ta préférée, Iris. Oui, Iris qui vient de Vendée. Et Iris, si tu m'écoutes, je te fais un bisou parce que De Sèvres représente, tu es ma voisine. Donc, je suis contente de voir une représentante de Poitou-Charentes venir dans l'émission. Ça me fait fort plaisir. Et Iris, ça fait du bien de voir une personne comme Iris de manière physique parce que Iris est une personne grosse. On va dire les choses comme elles sont. C'est une femme grosse, mais je la trouve sublime. Elle se maquille très bien. Je trouve qu'elle a un très bon maquillage. Et ça va vraiment être la meuf un peu détente, un peu rigolote, qu'on ne va pas voir beaucoup dans ces 3 premiers épisodes et ça m'attriste un petit peu, on va revenir un peu sur son rôle plus tard. Mais elle va ensuite avoir son importance, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir une vraie diversité des corps là où en fait, par contre, j'aime bien les télé-réalités parce que souvent tu vois des meufs, c'est
pas des meufs toutes minces, c'est des meufs avec quand même des formes, on voit de la cellulite, on voit du cul, etc. Et j'aime bien voir les meufs en maillot de bain, tu vois, genre par exemple Auriel et tout ça, enfin Auriel, Julie, tu vois que ça déborde un peu et tout ça, et j'aime bien, ça me fait du bien. C'est des vraies meufs en fait. Enfin, même si elles assument qu'elles sont over refaites, à part Iris, tout le monde a du silicone dans les fesses, dans les seins, dans la bouche, à peu près partout. Mais en fait, oui, c'est des personnes qui ont des formes. On va être très pragmatique, la mode n'est plus au skinny. Donc ça reste quelque chose de très formaté parce que c'est les codes physiques qu'on attend aujourd'hui d'une femme et d'autant plus d'une femme de télé-réalité. Mais voilà, c'est gros seins, grosse fesse, petite taille. Mais en parlant de skinny, justement, on va arriver avec notre dernière prétendante qui, elle, correspond à ces critères, qui est Pépistar. Oh putain, mais quelle horreur. C'est mon cauchemar, cette meuf. Je te l'ai dit tout à l'heure en arrivant, ça me rappelle une personne qu'on a connue toutes les deux et que exactement la même mentalité, c'est moi je suis une princesse, moi je suis une star, c'est moi Pépistar, vous me devez tout. Attendez, comment ça, il y a personne pour récupérer mes valises? Mais vous êtes cru où? Vous savez qui je suis? Tu vois, je déteste ça, c'est vraiment ce que la télé-réalité fait de plus insupportable pour moi. Je ne peux pas encadrer. Pépistar, je l'appelle, mais c'est Pépita, son réel nom, entre guillemets, qui n'est pas son vrai nom dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'est elle qui va faire un peu la meuf princesse, la meuf qui a pas les yeux qui débordent le cul. C'est peut-être la seule qui est pas en mode... elle veut... C'est beau comme tu Non, dis mais ça. c'est vrai, c'est vraiment celle qui va être en mode, elle veut se mettre en couple et en tout cas, elle veut de l'affect plus que du cul. En fait, moi, elle m'a fait plus de la peine qu'autre chose, puisque sur toute la saison, là où vraiment tu sens que tout le monde est là pour baiser de manière assez libérée, sans se prendre la tête, Pépistar, elle se donne un air de ouais, moi aussi les gars, j'ai trop envie de baiser, j'ai trop envie de profiter sans lendemain, je suis trop cool comme meuf. Et en fait, ça se voit. Elle est pas contente, elle est pas heureuse. En fait, ça me fait de la peine pour elle parce que oui, voilà, tu sens que même si elle dit ça, elle a envie de se mettre en couple puissance 1000, qu'elle est ultra dans l'attente, tu vois, d'une histoire d'amour qui la fasse un peu vibrer et tout. Et en fait, ça va se voir, déjà dans les 3 épisodes, ça se voit de ouf. Ça va être encore pire à la fin. Et en fait, moi, je trouve que c'est plus triste qu'autre chose parce que, tu vois, tu sens que elle essaye de te donner un genre ouais, je suis cool, je suis là pour baiser, machin. Et je ne doute pas qu'elle a envie de baiser et que machin. Mais tu sens qu'il n'y a pas que ça et tu sens que elle préférerait baiser mais que le mec il lui dit je t'aime après, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Et C'est plutôt qu'il lui dise je t'aime puis il baise. Ouais. Plutôt dans cet ordre-là. Donc bon. Et justement, on va passer aux hommes et le premier arrivé de la maison. Oh putain, non mais c'est Tristan le premier. Tristan, chien de la casse, on va l'appeler comme ça. Donc Tristan, c'est un gars, c'est pour moi vraiment l'archétype du kéké. C'est-à-dire qu'il est un peu fin et sec, entre guillemets. Il a vraiment un peu la boule presque rasée, entre guillemets. Il a des tatouages. Et il parle un peu en mode kéké, en mode son objectif, les baiser toutes. Il ne s'en cache pas. Je crois même que... Il dit c'est de faire un carnage. Ouais, c'est ça. Lui, son objectif, c'est, il le dit très clairement, il veut les baiser toutes, de préférence sans se faire gauler. Donc il a dans l'idée d'être un peu sournois, de pas dire exactement, d'un peu manipuler les meufs, ça, direct. Quand tu vois comment il va les manipuler, rien qu'en 3 épisodes, comment il est, mais ça... mais en fait, dégoûte. Tristan, c'est peut-être celui qui a le plus compris dès qu'il arrive les ficelles de la télé-réalité. Je sais pas s'il a des potes, tu vois, qui ont participé à d'autres télé-réalités ou quoi, mais en fait, tu sens qu'il est ultra codifié et formaté pour la télé-réalité. Puisqu'en fait, dès sa présentation, il le dit, il est là pour baiser tout le monde et il est là pour créer du drama parce que il va tromper une meuf avec une autre meuf. En fait, il a même pas encore vu les meufs, il sait déjà qu'il va y avoir des espèces de coups de Trafalgar, de je vais passer de l'une à l'autre, de l'autre à l'une. Et en fait, il est plutôt intelligent puisque ça fonctionne, puisque c'est l'un des personnages qu'on voit le plus dans le premier épisode, tu vois. Même les 3 premiers épisodes, il est vraiment au cœur des couples, entre guillemets. Mais en fait, dès qu'il arrive dans la villa, déjà, on le voit, il y a un premier rapprochement avec Auriel. Mais minute 2. Tout de suite, minute 2, ils sont en train de se galocher. Ouais. Et ils sont en train de se dire qu'ils ont hyper envie de se sauter dessus. Et voilà. Et en fait, il a très bien compris comment ça marchait. Ça, c'est clair. Contrairement à Théo, le deuxième arrivant de la maison. Théo, il est bien. Théo, c'est vraiment mon petit mec. En plus, je le trouve très mignon, Théo, degré 1. Ah, il est BG. Ça va être le mec métis. Je pense qu'il est métis, en tout cas physiquement. Et mais en fait, c'est le mec chill. Il est chill. Le Théo. mec le plus chill de toute Théo, la série. Alors, il dit quand même... Dans sa présentation, je vais bousiller tout ce qui bouge et même ce qui ne bouge pas. Petit red flag Théo, quand ça bouge pas, c'est pas consentant. Mais ou c'est mort. Bah c'est sex doll aussi. Oui, d'accord, mais mais Théo, il est chill. Ça, c'est clair. Il est trop gentil, vraiment. En fait, il a eu sa présentation. Je vais faire, vas-y, ça va être aussi un gros chien de la casse. Et il est tellement pipou, il est trop chill, et chill et sympa avec tout le monde. Je sais pas s'il est comme ça dans toute la saison. C'est le seul qui est chill pendant toute la saison. Il est pas prise de tête. Voilà, tu sens que Théo, il est là pour passer des bonnes vacances, pour tirer ses petits coups, mais tranquille, chill. Et en respectant les autres. Vraiment, moi, je l'ai jamais vu pas respecter une meuf.
entre guillemets, tu vois, dans c'est son vrai, comportement. Théo, pour le coup, d'ailleurs, c'est un peu le problème de Théo, entre guillemets, dans la saison, hein, c'est que il va être assez, pas inexistant quand même, mais il va être beaucoup plus effacé que certains personnages. Bah, parce qu'en fait, lui, il n'y a pas de drama autour de lui. Hein. Voilà, il baise plein de meufs, mais c'est dans le respect, le consentement, et il n'y a pas de drame. Je crois que c'est juste à la fin, il y a une petite affaire entre Cara, Iris, Pepita, mais vraiment, c'est tout, quoi. Théo, il est hyper chill. Théo, tu es trop pipou pour ce monde, définitivement. Contrairement à l'arrivant suivant, il me semble que c'est Melvin. C'est Melvin. Mais j'arrive pas trop à me souvenir, mais tu m'as dit tout à l'heure, oui, tu sais, celui qui a l'air complètement défoncé, j'ai fait ah. Oui, bah moi désolée, c'est comme ça que je l'ai reconnu, enfin que je l'ai identifié en tout cas. Melvin, c'est celui qui a un regard de poisson vitreux. Et Melvin, il dit dès qu'il y a 2 bras, 2 jambes, un trou, moi j'y vais. Et je trouve que ça résume assez bien parce que c'est vraiment ce qui va se passer pendant toute la saison. Hein. Melvin, je pense que c'est la définition même. On parlait de Tristan tout à l'heure, mais Melvin, c'est la définition du chien de la casse. Pareil, il a pas inventé l'eau tiède, mais bon, il a envie de profiter quand même, quoi. Vraiment, c'est le stéréotype aussi du beau gosse de télé-réalité. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, quoi. Il est imberbe, musclé, brun, teuteux. Contrairement à Enzo, notre 4e Enzo, c'est arrivant, mon favori. Enzo, c'est notre héros gay à tous. Il est là pour détourner il y a les autres et il y a Enzo. Ah non, mais Enzo, il est incroyable. Et lui aussi, je sens qu'il a compris toutes les ficelles. Ouais. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que Enzo va être l'homme gay qui va essayer de se mettre dans la poche les autres hommes. Bon, spoiler, ça va pas très bien marcher toute la saison parce que c'est pas fait pour, mais ça va être le mec qui va te rapporter tous les dramas, qui va être en mode, tu sais, quand tu fais de la merde en soirée, il est là avec son carnet et son appareil photo. Il sait que t'as fait de la merde, mais toi, tu ne sais pas. Et ça va sortir au moment où ça fait mal. En fait, je pense que Enzo, c'est ce que tu dis, c'est vraiment, il a le rôle du coup, enfin, le rôle, c'est un homme gay, donc il comprend, je pense, assez vite que, étant le seul homme gay de la saison, il va pas pouvoir pécho dans la villa. Et du coup, je pense qu'il connaît aussi très bien l'épisode de la télé-réalité. Il se dit, ok, je vais pas pouvoir tirer mon épingle du jeu sur mon personnage en étant en couple et en créant des dramas autour de ça. Bah du coup, je vais créer aussi des dramas autour des autres pour exister, et c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, c'est vraiment... En fait, il va s'imposer comme un très bon pote pour beaucoup de candidats, et il va aussi remettre beaucoup d'autres à leur place. Et c'est plutôt drôle, vraiment, il a des punchlines toute la saison qui sont incroyables, et surtout, il a l'air gentil. Enfin, tu vois, je trouve que même quand il est dans le drama, il est sympa, il est bon délire. On l'aime bien. Contrairement au dernier arrivé, qui est Nico. Non, Nico, no party. C'est oui. Oui. Ah, l'horreur, ce gars. Alors, le Nico, ça va être l'enfer petit peu, sur Terre. L'enfer sur Terre. Mais d'abord, expliquons pourquoi l'enfer sur Terre. Nico, c'est le gars de 24 ans. Je crois que c'est le seul qui donne son âge. Les autres donnent pas leur âge. J'avais regardé. Si, je crois qu'ils donnent leur âge. Je suis pas sûre. Parce que je crois que Pepita, elle a 27 ans, un truc comme ça. Je sais pas. Il a 24 ans, il est mignon. Il fait un peu petit kéké aussi à sa manière. Et sa particularité, c'est que, il est pansexuel, c'est-à-dire que lui, que vous soyez femme, homme ou chaise, il ira dessus. Et l'autre particularité, c'est qu'il était en couple avec Julie pendant de nombreuses années. Donc ils sont mais ex qui s'entendent très bien, voire très bien. Trop bien. Très bien. On le verra dans les premiers épisodes. Ça se lèche les uns, ça s'embrasse. Apparemment, ça va se pécho, tu me dis par la suite aussi. Mais en tout cas, c'est des ex qui s'entendent très bien, qui sont très contents de se retrouver. Et en tout cas, c'est un personnage qui va pas être vraiment en avant dans les 3 premiers épisodes, mais qui, plus tard, tu feras un petit aparté de qui devient qui quand on aura récap les premiers épisodes, mais qui apparemment est pas mal malsain dans la suite de la série. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il était pas... Enfin, c'est pas mon personnage préféré, voilà. Et peut-être en encadrant aussi dire qui est l'encadrant, parce que c'est une figure phare des Marseillais. Exactement, j'allais en parler bien sûr. On a l'arrivée d'Antonin Portal. Antonin Portal, il va jouer le rôle de mentor en fait, donc concrètement, c'est lui qui va arriver, qui va leur passer des coups de fil tout au long de la saison, qui va leur dire « toi tu vas en job, toi tu fais ci, toi tu fais ça », et qui va leur remonter les bretelles quand il faut. En gros, le rôle du mentor, c'est un rôle qui est assez classique, hein, ça existe dans toutes les téléréalités de ce type-là. Évidemment, c'est un pantin de la prod, voilà, c'est pas lui qui fait les trucs. Et évidemment, pour les jobs, on n'en a pas encore parlé, mais en gros, les candidats ne sont pas là pour les vacances, ils sont là pour jobber, comme on dit. En gros, c'est ce qui va leur permettre d'avoir la villa à l'œil. En tout cas, c'est un épisode égale 2 jours. Et chaque jour, vous avez, je dirais à peu près 5-6 personnes de la villa qui vont aller faire des petites tâches, un petit boulot. En gros, c'est des jobs d'été, ouais. Donc ça peut être nettoyer des plages, il y a eu... participer à des soirées en tant que host, enfin voilà, serveur, ce genre de choses. Restaurant, serveur, barmaid, en fait, etc. c'est un peu tous les métiers de saisonnier que tu vas pouvoir trouver.
Et parce que, évidemment, déjà, il faut les occuper, ces jeunes gens. Il faut créer des drames, il faut les isoler pour pouvoir créer d'autres séquences. Et il faut créer des petits moments rigolos, quoi. Donc en tout cas, ça y est, on vous a expliqué tous les personnages, on vous les a présentés. Donc maintenant, on peut y aller. Ils sont tous ensemble, ils se sont retrouvés. Déjà, première soirée, ils sont tous à moitié à poil dans la piscine en train de se bourrer la gueule et de se lécher. En tout cas, on voit tout de suite les couples qui se forment immédiatement. Ah oui, en même vite. pas quelques heures. On voit déjà les couples. Donc on va pas vous dire exactement tous les couples, on va dire les plus importants. Le couple qui va être central sur les 3 premiers épisodes, ça va être souvent Auriel et Tristan. Ouais, en fait, ça va plutôt être un trio, puisqu'il va y avoir Auriel, Tristan et Cara. Puisqu'en fait, Auriel et Tristan se chopent minute 1, à peu près. Mais très vite, Tristan, il va aussi aller sur Cara. Il va commencer à lui lécher les seins. Il va y avoir des petits drames, quoi, si on peut dire. Voilà, en tout cas que officiellement, c'est Tristan et Auriel, mais officieusement, il y a Cara qui s'insère dans tout ça et ça aura son importance pour plus tard. Autre couple, on va voir Julie et Théo, qui pour le moment sont pas en couple, mais en tout cas se tournent autour et il y a un intérêt mutuel. C'est ça, et on va avoir Melvin et Pépita. Pareil... Je veux dire, c'est un trio, là aussi, c'est Bébert, mais... Oui, parce que Melvin, qui est quand même cringe 2000, je suis désolée, mais voilà. Melvin a un alter ego. Vous voyez Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Non, vous voyez Christian Grey. Oui, ça marche aussi, sauf que ça Christian, il donne pas de nom à son pénis quand même. C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est Melvin, et dès qu'il est un peu excité, c'est Bébert. Donc Bébert, c'est un énorme queutard, et c'est sa tub, en fait. En fin de soirée, on va avoir un rapprochement entre lui et Pépita. En tout cas, Pépita, qui, on le voit dans sa personnalité, recherche quelqu'un plus qu'autre chose, est vraiment là pour... essayer de trouver un partenaire. Il se retrouve un petit peu isolé après avoir fait un bain de minuit, donc pas de soucis jusqu'à présent. Et en gros, il se retrouve un petit peu en soirée, à côté de la piscine quand il n'y a personne. Et ça se passe bien, tu vois, il papote et tu es en mode ça se passe bien. Il faut se dire que tout le monde est en train de se chauffer dans des coins, puisque c'est la fin de la soirée. Et Melvin et Pépita, ils sortent de leur bain de minuit, donc ils sont nus et tout. Enfin, tu sens, tu vois, qu'il peut se passer un truc. Et en fait, là, tu sens Pépita qui veut trop être dans la connexion profonde avec Melvin. Elle est là, parle-moi de tes blessures. Moi, j'aime bien connaître les gens selon ce qu'ils ont vécu, machin. Et en fait, tu sens qu'elle est dans la connexion et tout. Et Melvin, il est là, non, mais moi, je veux baiser, en fait. Non, mais il lui dit, je vais te présenter, tiens, en fait, tu lui montres sa teub, on voit pas. Alors, particularité de l'émission, c'est qu'on va voir assez ouvertement de la nudité, quand bien même elle est floutée. Elle est floutée, mais on la voit, oui. Pour le moment, on voit pas grand-chose. Les 2 premiers épisodes, va y avoir un peu de nudité. Et il y aura de la sexualité à partir du 3e. Mais en tout cas, tu vois, il va vraiment soulever sa serviette en mode tiens, je te présente Bébert, il a envie de faire ta rencontre et tout ça. Et il se fait recaler par Pépita et c'est mérité. Tous, ils ont leur crush déjà. Il y a que Melvin qui est un peu solo et du coup, voilà. Et il me semble, alors nous n'avons pas parlé, mais pendant l'après-midi, est-ce que c'est cette première journée où il y a le drama de la grosse chatte? Il me semble que oui. Alors, exactement on a notre premier drama déjà dès l'après-midi, ils viennent d'arriver. Et on voit, comme je vous le disais avant, ce rapprochement Auriel et Tristan. Mais le problème, c'est que il a commencé déjà à faire des petits trucs avec Cara et que Auriel en a eu vent. Donc, plutôt que s'engueuler avec l'homme, ce qui devrait être fait... oui, ce serait trop simple. Oui, ce serait trop simple. Non, autant aller se déchirer la gueule entre meufs. Cara joue énormément de la situation, puisqu'elle va voir Auriel, elle fait « Ah, tu veux pas savoir ce qui se passe avec ton mec ?» Et ensuite, ça se pousse, et ensuite, ça s'insulte. Ça se bagarre. Et Cara, qui est très virulente verbalement, je trouve aussi. L'une des particularités, c'est très vulgaire. Frenchisher est très vulgaire, ce qui veut dire que les fights sont extrêmement vulgos. Vulgos. Et du coup, Cara quand même sort la phrase la plus culte de Frenchisher avec ta grosse chatte dégueulasse qui pue le poisson. C'est très très méchant et ça ne le plaît pas du tout à Auriel. En fait, Auriel pète un câble quand on lui dit ça. Bon alors, on comprend, c'est pas très sympa de dire ça. Moi, ce que j'ai quand même aimé, c'est qu'après la tempête dans la télé-réalité, il y a toujours, tu vois, ce petit moment où tu rediscutes calmement / tu te réconcilies. Donc là, il n'y a pas vraiment réconciliation, mais il y a quand même une discussion un peu plus posée. Et la discussion est lunaire, puisque donc Auriel est en train de lui dire « c'est pas cool de se moquer du physique des gens ». Bon, ça, elle a complètement raison, mais en gros, elle lui fait un peu la leçon. Et Cara lui dit « Franchement, je suis désolée, je t'ai insulté, je t'ai dit ça sur ton physique parce que tu m'as poussé. Je le pensais pas du tout. D'ailleurs, j'adore ta chatte, les Camelto, c'est trop bien, Team Camelto. » Et toi, t'es là, genre... Ah ok, bon nickel, Team Camelto. Elle va récidiver après, il y aura d'autres fights après avec Cara, où elle bien est sûr. Aussi virulente sur le physique de l'autre. Et déjà moi ça m'avait un peu foutu le froid et tu vois, je déteste la télé-réalité. Et en plus quand tu englobes tout ça, parce que vous connaissez, si vous n'avez pas regardé de télé-réalité, t'as des plans de coupe avec des boules de meufs, de la musique électro qui change toutes les 2 minutes, moi ça me donne mal à la tête. Moi ce qui m'a fait mourir de rire par contre, c'est que si vous faites un peu attention au montage, il y a toujours des plans de coupe dans la télé-réalité, c'est comme ça, entre chaque séquence c'est un peu clippé, donc soit c'est des plans de l'endroit où ils sont, voilà, de la mer, soit des boules de meufs. Soit des boules de meufs, sauf que généralement
c'est les boules des meufs candidates. Enfin, tu vois, logique, tu vois, c'est des plans un peu random des meufs qui vont twerker, par exemple, devant la piscine, voilà. Et là, en fait, c'est des plans, mais pas de elles. C'est des boules de meufs qui ne sont pas les bonnes personnes. Mais c'est sexy, c'est le cap dalle. Voilà, mais du coup, ça m'a fait rire parce que juste j'étais vraiment là. l'univers. Mais qui sont ces gens ? On s'en fout, en vrai, c'est juste pour exciter, c'est juste pour attrayer. La soirée se termine et moi, j'ai juste noté quand même, et ça va être quelque chose, ça va être le fil rouge, si je puis dire, de la saison. Les meufs ont fait LV1 twerk. Ah oui, oui. C'est-à-dire que leur religion, c'est le twerk. C'est vrai qu'elle dit ça. Leur religion, c'est le twerk, mais en fait, elles ne s'expriment quasiment que comme ça. C'est hilarant. Des fois, elles sont en train de discuter, mais vraiment de choses random. Elles vont se demander ce qu'elles font à manger pour ce midi. Elles se mettent à twerker. Elles sont devant le miroir, elles se mettent à twerker. Elles sont en soirée. Bon, ça, du coup, c'est moins étonnant. Elles se mettent à twerker. Moi qui ne sais pas twerker, je trouve ça assez fort. Bon, en même temps, quand t'as du silicone dans le cul, je pense que c'est plus facile de twerker, ma chère Amandine. Deuxième journée ? Deuxième journée et épisode 2, du coup. Oui, épisode 2, c'est vrai que cette première journée n'est que l'épisode 1. Et deuxième journée, ça y est, il faut y aller, faut travailler. Il faut quand même dire une chose, c'est que l'épisode 1 se termine avec une scène volée, parce que Melvin, qui s'est fait éconduire par Pepita, elle a vite compris que Melvin, il n'était pas là pour enfiler des perles, et il n'était pas là pour écouter sa vie, qu'il voulait juste la ken. Donc du coup, elle l'a un peu nexté. Du coup, Melvin, il avait une petite gaule. Donc il s'est dit, je vais aller voir Ouriel. Et du coup, il a passé la nuit à pécho Ouriel, en fait, concrètement. C'est pas dit pourtant explicitement. C'est pas dit, mais il y a eu suçotage de zizi. Et du coup, le lendemain matin, ça commence à sortir. On comprend que Melvin a fricoté avec Ouriel toute la nuit, et ça créera plus tard quelques dramas. Mais pour le moment, il faut aller travailler. Et oui, il faut aller travailler. C'est Julie, Nicolas, Ouriel, Iris et Pepita. Et ils vont, en gros, c'est dans le restaurant de... comment il s'appelle ? De Antonin, ouais. D'Antonin, c'est ça, qui est un petit restaurant en bord de mer. Et en gros, la mission, ça va être divisé par deux. Il y a un groupe qui est censé nettoyer le sable en terrasse et l'autre groupe ramasser les déchets un peu à droite à gauche. En gros, c'est vraiment... Ça, c'est si vous avez déjà regardé des épisodes de télé-réalité classiques. C'est vraiment très classique. C'est voilà. On leur donne un job, pendant 2 heures, ils vont faire un truc. Évidemment, ils vont faire plus de dégâts qu'autre chose parce que ils finissent par faire des batailles de sable, par aller se baigner, enfin, rien ne va. Mais quand le groupe rentre du job, qu'est-ce qui se passe ? En fait, pendant le job, Pepita s'est un petit peu rapprochée de Nicolas. Et du coup, il rentre du job, Pepita, elle raconte un peu son rapprochement avec Nicolas. Ah non, Melvin, il est pas content, il en prend un coup dans son ego masculin. C'est-à-dire que quand même, Melvin, il vient de se faire recal la nuit dernière par Pepita. Et en gros, Melvin, tu sais, ça s'engueule pas encore, mais tu sens qu'il est vénère. Tu sens qu'il est vénère, en fait, de s'être fait recal par Pepita. Parce que je pense que pour lui aussi, c'était un peu un choix par défaut et qu'il s'est dit, je me fais recal alors qu'en plus, elle est même pas belle. Voilà. Bref, il est vexé. Ah oui, c'est vraiment l'archétype du vous êtes dans la rue, vous êtes une meuf, vous êtes fraîche, quoi qu'il arrive. Et là, vous avez quelqu'un, mademoiselle, donne-moi ton 06. Non. Ou un ghosting. Ouais, de toute façon, t'es une pute, t'es moche. Ouais, c'est vraiment ça pendant 10 vraiment, minutes. c'est un peu ridicule. Je sais pas trop comment ça arrive d'ailleurs, mais là, il se passe la grosse scène aussi, une des scènes les plus emblématiques de la saison. Ça arrive parce que justement, je pense qu'il commence à y avoir des rapprochements. Mais c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas eu encore de sexe. Ou alors, elle le fait parce que ça a été grillé. Mais en tout cas, Ouriel a une annonce à faire à tout le monde. Exactement. Et son annonce, c'est qu'en fait, c'est une femme transgenre. Et c'est cool, tu vois, de mettre une personnalité transgenre, surtout que c'est la personne la plus déglingo, c'est la personne qui en tout cas va être le plus ouvert sexuellement. Et on a une réaction très positive de tout le monde, mais alors positive. Déjà, j'aime pas trop parce que la plupart des gens disent c'est un transsexuel et tu fais alors non, c'est pas. Moi, je m'étais déjà fait accrocher par le cou en mode Jade, on dit pas personne transsexuelle, on dit une personne transgenre. C'est beaucoup plus approprié. Clairement. Et quand tu vois que les réactions c'est juste on va faire des câlins et que t'as une coupe de Christian, le chien de la caisse, qui dit non, moi c'est bon, elle est bonne, je la baise, tu fais. En fait, Tristan et Melvin, qui étaient les deux personnes avec qui Auriel était en bisbise, commencent à dire effectivement, moi ça change rien, l'attirance que j'ai pour elle, j'ai toujours envie de la baiser. Moi, tu vois, j'ai quand même trouvé ça bien. Enfin, attention, on est quand même sur un truc très relatif. Il n'y a pas un rejet. C'est pas un rejet. Et tu vois, venant de deux mecs qui sont quand même des archétypes de candidats télé-réalité, qui sont quand même très dans la masculinité, très virile, très voilà, on veut tous les baiser, machin. Moi, je m'attendais vraiment à une réaction... Alors, pas forcément un rejet violent et ouvertement queerphobe, tu vois, parce que tu te dis, bon, ça peut être compliqué à la télé, on est en 2024, tu vois, j'ose espérer que même eux auraient la jugeote de se dire, bah non, je vais pas commencer à lui dire, bah t'es dégueulasse, machin. Mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un truc du genre, trop bien, génial ton parcours, mais trouver une excuse ensuite, tu vois, pour ne plus avoir de rapprochement amoureux avec elle. Moi, je m'attendais vraiment à ça.
Sur le coup, tu vois, je me disais, ok, ils lui disent super, mais plus jamais ils vont être dans la séduction avec elle. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Puisque vraiment, les deux sont quand même encore très intéressés par elle, tu vois. Et ça, je trouve ça, malgré tout, bien de le montrer. Et surtout que Auriel, c'est une femme qui se montre très souvent nue. Vous allez voir quasiment à chaque épisode Auriel qui se balade en string ou en exhibe, voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est une femme qui s'assume et tu vois, je trouve ça chouette et je pense que dans la télé-réalité, on n'a pas eu de personnes transgenres. Si. On en a eu plusieurs fois. On en a eu dans Les Anges, notamment. Ok. Femmes ou hommes ? À chaque fois, c'était des femmes. D'accord. À chaque fois, c'était des femmes transgenres. On en a eu 2 ou 3 de mémoire et à chaque fois c'était dans Les Anges et à chaque fois pareil, tu vois, c'était un peu grosse annonce, bon bah voilà, j'ai quelque chose à vous dire. L'accueil était très positif. Je pense qu'ils sont pas bêtes, hein, en vrai, tu vois, même si au fond de toi t'en as envie, évidemment tu ne peux pas shamer. Mais par contre, à chaque fois, ça signait quand même l'arrêt des relations amoureuses pour les personnes. Et est-ce que ça venait aussi en amont dans la saison ? Parce que là, on est épisode 2, vraiment milieu d'épisode 2. Oui, à chaque fois, c'était pas dit directement, tu vois. D'accord. C'était vraiment pas dit directement. Il y a une saison des Vacances des Anges où, tu vois, c'était une meuf qui, je pense, l'avait dit au milieu de la saison, pareil. Et une autre qui s'appelait Nesma, c'était dans Les Anges 8 ou 9, je sais plus. Mais en gros, pareil, elle le dit, vraiment la saison elle est très bien avancée, quoi. Sauf qu'à chaque fois, ça signe la fin des relations amoureuses. Du coup, tu vois, moi j'ai quand même trouvé ça bien comme réaction. C'est-à-dire que évidemment, c'est beauf, évidemment, on reste sur des stéréotypes un peu sexistes de genre ça reste un trou. Parce que voilà, Auriel, elle précise que c'est une femme transgenre qui a été opérée. Physiquement, c'est vraiment, elle a des organes féminins. Donc du coup, je pense que c'est aussi plus simple pour les mecs. Je pense que si elle avait un énorme chibrax, peut-être qu'ils auraient dit non. Mais en tout cas, genre moi, j'ai quand même trouvé ça bien, tu vois, comme réaction. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, du coup, c'est Cara, qui, du coup, s'en veut beaucoup de l'avoir traitée de grosse chatte dégueulasse. Parce que forcément, du coup, on comprend aussi un peu mieux pourquoi Auriel s'est autant braqué quand Cara a insulté sa grosse chatte. Parce que déjà, elle a dû coûter très cher, cette grosse chatte. Tu m'étonnes. Et que, forcément, ça doit la piquer dans son orgueil de femme. Moi, vraiment, les réactions ont été hyper positives. J'ai trouvé ça cool, voilà. Je trouvais ça mignon. Et on enchaîne sur une soirée, c'est fête foraine, c'est à Luna Park, si je me trompe. C'est vrai ? C'est la soirée Luna Park. C'est marqué Luna Park. Ah, j'avais pas fait gaffe. C'est la soirée au Luna Park, donc voilà, ils vont s'amuser, ils twerk dans les manèges, on voit la techa d'Auriel, bien entendu. Voilà, ces petites soirées comme ça, et en fait, la soirée va être pas mal axée autour de Pépita. Ouais, alors il n'y a pas qu'elle, mais c'est vrai que le couple un peu star de la soirée, c'est Nicolas et Pépita. Parce que Pépita, du coup, elle se rapproche bien de Nicolas. Et là où on disait justement, Pépita, c'est un peu une amoureuse de l'amour, hein, ça se voit, elle est très sentimentale, très voilà. Nicolas, minute 2, il lui achète un cœur avec marqué « Je t'aime » à la fête foraine. Autant vous dire que Pépita, elle a déjà le contrat de mariage dans la main. De ouf. c'est terrible. Après, ils vont en boîte de nuit. Nicolas va un petit peu virevolter avec d'autres personnes. Et surtout, Nicolas, qui est pansexuel, va rouler un putain de patin à Enzo et à Iris. Et ça ne plaît pas à Pépita, qui avait reçu son petit coussin où il avait marqué « Je t'aime ». Elle le prend comme une trahison. C'est pas tant Enzo qui pose problème, c'est vraiment la galoche à Iris qui pose problème. Il n'y a pas que grosse galoche, il y a aussi, ils passent la soirée ensemble. Ils s'entendent hyper bien. Et le truc, c'est que Pépita, du coup, elle est en larmes. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi Nicolas l'a galoché pour ensuite passer la soirée avec quelqu'un d'autre ? C'est terrible. Autant vous dire que quand ils vont rentrer à la villa, ça va péter. Mais il n'y a pas que ça qui va péter, puisque évidemment, Tristan, il galoche toutes les meufs de la boîte. Melvin, il passe devant, il passe derrière, mais il galoche aussi toutes les meufs de la boîte. Hein. Et du coup, le fait que les deux soient des énormes charros, puisque Auriel aussi est très jalouse. Mais Auriel, c'est un peu ça le problème avec le personnage d'Auriel, c'est que je l'aime beaucoup. Quand je l'ai vu, j'étais en mode, vas-y, c'est la meuf déglingo. Ça fait du bien de voir une meuf qui est ouvertement cul, mais elle est trop amour aussi. Tu vois, ça va être Tristan, c'est mon mec, et elle va avoir des pics de jalousie, alors que t'es en mode, mais t'es censée être la plus décomplexée de la chatte, de ta grosse chatte. C'est trop con qu'elle se comporte comme ça. Mais en fait, c'est vraiment un problème qui arrive à beaucoup de candidats et qui, je pense, est malheureusement obligatoire. C'est-à-dire que même si, fondamentalement, ils sont très libérés sexuellement et qu'ils sont en mode « c'est pas grave si tu couches à droite à gauche et que moi je couche à droite à gauche et c'est cool », on est dans une télé-réalité, il faut créer des séquences, il faut créer des drames. Et la preuve, dans cette soirée, qui est-ce qu'on retient ? Nicolas et Pépita, parce que Pépita elle est en larmes, parce que Nicolas il a galoche d'autres meufs. Et on retient aussi le fait que Auriel ait pété un câble parce que Tristan et Melvin galochaient d'autres meufs. Tristan, du coup, quand il rentre à la villa, Auriel boude et du coup il sort sa bite parce que Cara le fait bander.
Et vraiment, il sort sa tub sur le canapé. On la voit, il y a un emoji aubergine pour cacher, mais bon, on n'est pas dupe. Et il lui fait t'as vu l'effet que tu me fais, je bande, machin. Et en fait, tout le monde est en train de commenter la tub de Tristan parce que c'est au plein milieu du salon. Et ils sont là genre ah oui, dis donc, tu bandes. Mais en plus, c'est flouté, mais on voit quand même. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu vois vraiment tout. On voit pas autant que la scène d'après qui est dans l'épisode 3, oui, où il est vraiment en train de faire un hélicobite. Mais ouais, voilà. Et il y a aussi Julie, alors qui arrive de nulle part. Julie, qui veut essayer de chauffer Théo, elle arrive en full porte-jartel. Oui, c'est vrai, on voit sa toucha et tout ça. Non, mais on voit tout, incroyable. genre culotte fendue, voilà, c'est assez incroyable. Et sauf qu'en fait, Théo, il dort. Et du coup, Julie, elle est deg et elle se rabat sur Tristan. Théo, tu es trop sain pour ce monde. Ah, Théo, le pauvre, il dort, quoi. Et Julie, ça l'arrange chanchon. Hein. On oui, verra mais de toute façon, ça va être... dites-vous qu'on n'a pas encore de sexualité ouvertement. Ouais, ça veut dire ça. On a de la sexualité de part de l'exhibitionnisme majoritairement. Tout le monde se balade à poil, tout le monde monte sa chatte, sa tub, ça etc. se galoche, tout ça. Ça ne ken pas encore dans ce 2e épisode, on en viendra dans le 3e. Mais le lendemain, c'est l'anniversaire de Nicolas, si je ne me trompe pas. Le nouveau job, c'est quoi? C'est son restaurant? Job de serveur. Alors... Mon professionnalisme va encore vomir quand il va voir cette scène. C'est vraiment, on va avoir un groupe divisé en deux. On va avoir le bar et le restaurant. Et en tout cas, le service dans la salle. Et le service de salle, on a Tristan, on a Théo et on a... Cara et Auriel. Cara et Auriel, ils sont 4, c'est ça? Que 4? C'est ça. Et ça va être un c'est désastre. N'importe quoi. Je trouve ça honteux. Vraiment, montrer ça par contre à la télévision, je trouve ça honteux. En fait, c'est encore une fois, c'est des séquences. Faut bien se dire que les clients n'ont sans doute pas payé leur consommation. Oui, non, mais quand même, heureusement, ils vont bouffer dans les verres et les assiettes, c'est pas possible. Non, mais je te jure, j'ai été serveuse, j'ai fait ce taf-là. Mais franchement, quand ils se font reprendre, j'ai fait oui. Et Auriel, elle sert les clients sur ses seins. Oui, non, elle fait bouffer les clients sur les seins. Les clients, ils mangent sur les seins d'Auriel, c'est hilarant. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. C'est du grand n'importe quoi, hein, évidemment. Et ils terminent par se faire virer complètement du resto, mais ils sont irrespectueux, c'est-à-dire qu'ils vont foutre la merde et tout ça en se faisant virer. Enfin, bref, je sais que c'est de la télé-réalité, je sais que c'est sans doute scénarisé. C'est fake. Mais ça m'énerve de voir ça, ça m'énerve vraiment où je fais... Moi, je m'attendais à ce qu'ils se prennent un peu des trucs, tu vois, qu'ils fassent tomber des trucs et tout ça, mais là, j'ai fait, c'est irrespectueux, mais pour tout le monde. Mais ils le savent, tu sais, le resto, il a été payé. Les clients, voilà, ils ont été au minimum, évidemment, défrayés de leur repas désastreux. Faut prendre ça pour ce que c'est-à-dire que c'est du divertissement. Évidemment que rien n'est vrai, encore heureux, enfin, tu vois. Et du coup, quand ils rentrent à la villa, Auriel, elle est toujours énervée contre Tristan, mais elle a aussi très très envie de sa queue, puisqu'elle dit « J'ai envie qu'il me fourre à tout moment de la journée ». Le problème, c'est que Tristan, il préfère montrer sa bite encore une fois à Cara. On sent qu'en fait, Tristan, c'est genre, il a envie de tous les avoir. Même d'ailleurs, dès le premier épisode, je crois, il propose de faire une alternance entre semaine A et semaine B. Non, ça, oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça qu'on s'embrouillait. C'est exactement pour ça, parce que vraiment, il est entre Cara et Auriel. Et après avoir dragué Cara qui lui dit, maman, ça me dérangerait pas, à la limite que t'ailles voir d'autres gens. En fait, il va proposer ça à Auriel en lui disant, ouais, bah si tu veux, je suis semaine A avec toi et semaine B avec Cara. Et tu sais, la meuf, elle est en mode, mais t'es sérieux? Alors que lui, il est en mode, non, c'est une vanne. Et tu sais, on la coupe. Non, mais j'étais sérieux quand je leur proposais ça. Évidemment, c'est pas du tout une vanne. Mais c'est vexant. En même temps, c'est vexant. C'est hyper vexant. Tu vois, je me suis déjà retrouvée dans des situations. Alors, je vais encore raconter ma vie, hein, mais ma vie peut être une télé-réalité en soi. Mais je me suis déjà retrouvée dans des. Pas des plans à 3, mais tu vois, des trucs en mode un mec, deux meufs, des triangles amoureux. Je me suis retrouvée. Et il y a rien de plus dégradant. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a fait ça. Que de dire, ouais, mais au pire, il peut y avoir les deux. Tu fais. Mais non, frère, Jean-Michel. En plus, surtout quand il y a du mensonge et tromperie, il fait oh, tu peux y avoir les deux. Tu fais bah non, comme dirait Iris, va te faire enculer avec un grand E. Non, c'est plus possible. Donc je comprends. Je sais pas à quel niveau c'est scénarisé, mais encore heureux que les meufs disent pas oui. Après, tu vois, à la limite, j'aurais trop voulu que les meufs soient open et disent bah oui, y a pas de souci. Tu vois, c'est ça. Mais ça aurait été drôle. En vrai, ça aurait été plus drôle qu'autre chose. Beaucoup plus drôle. Mais ça aurait pas créé de drama. Bien entendu. Et on va passer la soirée de l'anniversaire de Nicolas en boîte de nuit. Et quelle soirée, bordel de merde. Alors là, c'est la soirée de trop, hein, je crois. On peut dire qu'effectivement, Tristan s'est déjà fait sucer 2-3 fois par Cara dans les toilettes. Et là, du coup, il le fait encore dans la boîte. Hein. On va pas se mentir, ça continue. En fait, il y a Auriel qui pète un câble parce que, au-delà de se faire sucer par Cara, je crois d'ailleurs qu'elle est pas au courant de ça. Non, elle est pas au courant. Mais Tristan galoche tout ce qui bouge, encore une fois, en boîte. Finalement, il est fidèle à lui-même. Hein. Sauf que là, je sais pas. L'alcool, hein, on va pas se mentir. Oui, je pense que c'est l'alcool. L'alcool aide un peu. Elle pète un câble et en fait, elle commence à lui rentrer dedans, mais physiquement, et elle lui crache dessus. Bon, ça on ne fait pas, les enfants. Ce n'est pas bien de cracher sur les gens. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas un chameau. Ne faites pas ça. Un lama, ouais, non. Non, il faut savoir que dans la télé-réalité, la violence, pour le coup, est punie. Voilà. En fait, on la montre jusqu'à un certain stade parce que évidemment, les dramas, ça, c'est un peu cool. Mais au-delà de lancer un verre ou de ce genre de choses, c'est interdit de montrer des bagarres à l'écran.
Déjà parce que très mauvaise image, et ensuite parce que potentiellement, on en reparlera un peu plus tard, mais il peut y avoir des représailles juridiques. On n'a pas le droit de montrer certaines choses à la télé, en France en tout cas. Là, Auriel crache sur Tristan, clairement, c'est pas acceptable. Donc du coup, c'est pas scénarisé comme tel, mais la production rapatrie tout le monde à la villa. On va terminer cet épisode et la soirée sur Auriel qui est avec ses valises, prête à partir, et qui regrette ce qu'elle a fait. En fait, elle dit direct qu'elle regrette, donc je fais bon. Elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais elle va tout de suite se rattraper, elle va le regretter. Je trouve qu'il va y avoir un beau rattrapage derrière. Je sais pas si c'est imposé par la prod ou pas. Ça, peu importe, on le saura plus ou moins jamais. Mais en tout cas, elle est prête à partir en disant qu'elle le regrette sincèrement, qu'elle sait pas ce qu'elle fout ici et que là, ça va pas. Ça, encore une fois, c'est un grand classique de la télé-réalité. Hein. Dès qu'il y a un petit dérapage, / un drame un peu trop dramatique. Je prends mes valises, elles ne sont pas encore défaites et je m'en vais. Tu prends tes valises, tu dis non, mais ça y est, je pars. Et tout le monde est là, non, mais reste, pas meuf, t'as trop ta place ici. Non, j'ai plus envie, je me sens pas à ma place. Évidemment, hein, la nuit porte conseil. On passe à l'épisode 3. Épisode 3, épisode où justement on voit que Auriel le regrette, que Auriel va rester et que justement il y a discussion avec Tristan. En plus, Tristan qui prend les choses de manière très chill, c'est peut-être le seul point positif que je lui ai donné. Il prend les choses de manière chill, par contre, je pense qu'il y a vraiment une espèce de cassure de. Par contre, il y aura plus rien de sexuel romantique entre nous. C'est à peu près à ce moment-là, il me semble. Spoiler, ce n'est pas vrai. T'es sûr ? Je crois qu'il se retourne autour encore et tu m'as confirmé par la suite que ça allait se pécho, donc tu vois. Oui, ça va se pécho, mais on n'est plus dans un mood couple, je crois. Non. En tout cas, il y a une rupture entre les deux. Il y a un peu une rupture sentimentale, tu vois. Parce que même Auriel, elle est en mode, bon bah, tu fais ta vie, je fais ma vie, et c'est ok, c'est chill. C'est ça. Mais elle réalise quand même qu'elle est allée trop loin. Et du coup, évidemment, oui, il y a des excuses. Et oui, généralement, c'est poussé par la prod, mais c'est quand même bien de le faire parce que c'est quand même toujours bien de mettre en scène aussi ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que Tristan, il a fait de la merde la veille au restaurant, dis donc. Donc du coup, il se fait attraper par le caleçon, par comment il s'appelle ? Antonin, chaque fois j'arrive pas à trouver son nom. Par Antonin qui lui dit là tu as vraiment fait de la merde, ton comportement c'était pas bien au restaurant, donc tu prends tes affaires, tu choisis 3 comparses avec qui tu vas aller à la boucherie. Il choisit tous ses potes. Pour aller jobber, ouais. C'est pas très cool. C'est pas très cool, mais en même temps c'est mérité. C'est pas très cool, mais c'est surtout qu'ils sont en maxi gueule de bois, les pauvres. Mais ils sont tout le temps en maxi gueule de bois. C'est vrai, mais là ça a l'air d'être plus hardcore que d'habitude. Aller faire de la boucherie, je trouve que c'est un univers quand même assez particulier. La séquence boucherie, ça dure 5 minutes à peine, quoi. Oui, voilà, la séquence boucherie, elle est très courte. Mais Enzo vomit quand même, le pauvre. Moi, ça m'a fait de la peine parce que Team Enzo... Mais ils sont en gueule de bois. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est des gens qui vont en faire des caisses dès qu'on va leur dire qu'il faut travailler. C'est vraiment « Ah non, on n'est pas là pour travailler, mais ils m'ont pris pour qui ?» Mais ça m'énerve. Je sais que c'est de la télé-réalité. Je ne vais répéter que ça. Je sais, mais ça me saoule. Le travail, au bout d'un moment, ça va. Vous allez faire serveur. Vous allez travailler 2 heures dans la journée. Fermez vos gueules et allez vous pécho après. En tout cas, ils reviennent de la boucherie. Là, c'est vraiment la journée de tous les rapprochements, puisque Auriel branle Melvin dans le jardin. Ensuite, ils vont à la plage. Cara et Melvin vont se baigner tout nus. Il y a petit rapprochement. Alors, franchement, on voit pas grand-chose. Je crois que genre, ils se serrent et ils s'embrassent. Ouais, tout, ça juste, va pas plus voilà. loin. Mais du coup, comme Auriel, elle est pas contente, elle a une réaction parfaitement logique. Elle va sucer Melvin en plein milieu du jardin, devant tout le monde. Et ça, incroyable. Vraiment, vous avez des séquences. Je vous jure, vous avez des séquences. C'est hilarant. De Auriel qui est en train de sucer Melvin dans toutes les pièces de la maison, devant tout le monde, et vous voyez tout. Je trouve ça fou pour de la télé-réalité. Il faut se dire qu'ils ont vraiment été insupportables a priori là-dessus, c'est-à-dire qu'ils baisaient devant tout le monde dans toutes les pièces de la maison. Wow. Mais ils sont pas les seuls, hein, puisque même si eux, ils sont un peu plus discrets, Cara va sucer aussi Tristan. Théo et Julie vont enfin baiser. C'est les premiers qui vont avoir vraiment un rapport sexuel intérieur, on va dire ça comme ça. Pénis dans le vagin. Exactement, c'est les premiers qui vont la voir et on voit tout en fait. Et en vrai, la séquence m'a fait un peu rire. On voit pas tout, mais oui, on devine le truc. Mais en tout cas, on a du sexe et quand on a du sexe, on va le dire parce que c'est la raison pour laquelle on fait n'importe qui aussi, c'est qu'on voit tout, on va vraiment voir la meuf jambes écartées, le mec entre eux qui fait des allers-retours. Enfin, on voit et ça m'a vachement, je vais pas dire choquée parce que moi il m'en faut beaucoup pour me choquer, mais ça m'a surprise de ce que ce soit exposé autant que ça. C'est moins exposé qu'à l'étranger. Tu veux dire pour les Geordie Shore, ouais. Principalement ? On en reparlera après, mais oui, les shores de manière générale exposent beaucoup plus le truc. Donc au final, moi j'ai trouvé ça plutôt soft par rapport à la franchise Shore. Et oui, non, cette nuit c'est la nuit de toutes les baises. Le lendemain, nouveau job. Ah, c'est quoi le dernier job ? Nettoyage de la plage. Oh oui, mais ça passe très vite aussi, j'en ai quasiment aucun souvenir. Oui, mais juste, il y a eu une séquence, moi, qui personnellement m'a dégoûtée. Il trouve une culotte sale sur la plage, donc j'ai pas envie de savoir où, quand, comment, pourquoi, enfin voilà, c'est une culotte sale sur la plage. Cara la met dans sa bouche.
Non, c'est pas Cara la met dans sa bouche, Elle accepte. Elle accepte. En fait, non, c'est pas ça. Elle se fait un peu triquer, entre guillemets, c'est qu'elle est avec les gars et elle est en mode, voilà, c'est la pick me girl. La pick me girl, c'est la meuf qui fait, je ne suis pas comme les autres meufs, moi je suis plus avec les garçons d'habitude. Elle veut un petit peu s'intégrer au groupe. Donc les gars proposent un petit bisoutage qui est en mode, vas-y, ferme les yeux, ouvre grand la bouche et tu devras avaler ce qu'on te donne. Évidemment, elle pensait que c'était une teub. Hein. Voilà, je pense que c'était vraiment ça. Et en fait, tu lui mets la culotte sale dans la bouche et après, elle les poursuit après, etc. Franchement, c'est dégueulasse. Il y a le sable, il y a la culotte sale. Enfin, vraiment, j'ai failli vomir, c'est pas possible. Je bouffe plus le sable que la culotte, hein, moi perso, à ce stade-là. Ah, je sais pas, les deux, c'est pas possible, c'est menti. Mais si tu dois choisir. Ah, non, bah. Ouais, le sable, parce que potentiellement, c'est du sable. Voilà, donc on est d'accord. Ouais, dur quand même. Hein. Ça dépend. Si c'est quelqu'un que... Ah non, pardon. Et le reste de l'épisode, on va aller sur Iris, qui est ma préférée, mais Iris qui est très discrète pour ses 3 premiers épisodes, parce que Iris, eh bien écoutez, Iris n'a pas de match. On voit très bien que les gars, quand ils parlent des meufs, il n'y a personne qui mentionne Iris une seule fois. Et c'est très triste parce que je trouve Iris est très belle. Je trouve limite c'est la deuxième plus belle après Cara. Ouais. Et je suis très triste en fait de me dire, pour une fois qu'il y a une femme grosse dans une émission de télé-réalité qui est jolie, intelligente, qui fait des bonnes vannes. Sur ces 3 premiers épisodes, tout ce qu'on voit, c'est de la critique un peu de ce qu'on pourrait se dire nous. Donc c'est vrai qu'on est plus proche d'Iris et de Théo en termes de comportement que des autres. Et on voit qu'Iris, en fait, elle a le seum, enfin en tout cas, elle est très triste, on va dire ça plutôt comme ça, parce qu'il y a personne qui lui court après, et c'est la seule, alors que tous les autres gars sont en mode charo sur absolument toutes les meufs de la maison, et Iris se retrouve toute seule dans son coin, et je trouve ça trop triste en fait de dire nous foutez pas une meuf grosse qui sort des critères si c'est pour qu'elle se retrouve comme ça toute triste pendant l'aventure à avoir aucun prétendant, à ce que personne lui court après, enfin c'est triste hein. Ouais, ça m'a fait un peu de la peine parce qu'en plus vraiment c'est ça, c'est tu vois, tu les t'entends tous les mecs dire non, moi du moment qu'il y a 2 bras 2 jambes j'y vais, je les baise. Et je pense que c'est pas facile, tu vois, pour Iris de se dire, en fait, ouais, voilà, genre, personne veut de WAM, alors que vraiment, c'est les pires charros, quoi. Et elle va se confier un petit peu avec Ouriel, avec Enzo, elle va vraiment avoir son petit groupe comme ça qui va la saucer en lui disant, ok, il y a qui t'aime bien, Nicolas, écoute, peut-être qu'avec Nicolas, ça peut être possible, etc. En tout cas, il la sauce en mode, maintenant, tu passes à l'action, toi aussi, sois entreprenante, c'est ça. Essaye toi aussi de t'imposer, c'est pas évident, mais tu peux le faire. Ouais, Iris, elle est ultra... galvanisée, genre ses potes ils lui ont vraiment remonté le moral, elle est en mode genre vas-y ça y est, je vais pécho Nico. Iris 2.0 comme ils disent. Ouais, c'est vraiment ça, Iris 2.0 ou pas hein. Finalement un petit peu si, parce que nouvelle sortie en boîte le soir. Bon, des dramas dans tous les sens, mais on est souvent autour d'Iris qui va finalement rouler des gros palos à Nicolas. Mais particularité de la soirée de ce dernier épisode, en tout cas de cet épisode qu'on va débrief, c'est que il y a eu tellement de dramas qui sont pas sortis, qui se disent, vous savez quoi, après le retour en boîte, on sort tout. Et celui qui a tout noté, qui a quasiment tout vu, c'est Enzo. Donc tout le monde, vraiment toute la soirée, c'est profiter parce qu'après, ça va être la guerre. Et c'est la vérité, c'est ce qui se passe, c'est vraiment tout le monde se défonce la gueule après la soirée. Alors, là, pour le coup, je trouve que c'est un peu violent comme scène, oui. Puisque à la base, Enzo voulait sortir un peu un drama, c'est qu'il avait entendu dans l'après-midi le fait que Pepita ait mis un stop à Nicolas. Parce qu'en gros, donc, Pepita était quand même plutôt à fond sur Nicolas, je pense qu'elle a été juste blessée dans son ego et que du coup ça s'est pas fait. Je pense que pour se protéger aussi, Pepita commence à dire à Nicolas, écoute, je t'adore mais sexuellement tu m'excites pas. Tu sens que Nicolas ça lui porte un petit coup, il est en mode ouais, je comprends pas pourquoi, je suis trop beau pourtant. Et du coup il dit ok, d'accord, enfin il commence ensuite à parler de qui l'exciterait dans la villa, tout ça. Et il dit explicitement ouais mais en gros Enzo et Iris, j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Sachant qu'il avait la veille, je crois, en roulé soirée, une pelle à Iris. À Iris et à Enzo, ouais. Aux deux. Et donc du coup, Enzo, il est un peu vexé, normal. Donc en fait, il sort cette petite bombe, et assez étonnamment, tout le monde tombe sur Pepita. J'ai pas trop compris pourquoi. Ouais, j'ai pas compris non plus. Et pareil, tu vois, Cara, elle lui tombe dessus, mais genre hyper méchamment. Et bon, je sais que je porte pas Pepita forcément dans mon cœur en tant que personnage de la saison, mais tu vois, j'ai trouvé ça hyper violent que tout le monde lui tombe dessus en mode... J'ai pas trop compris. Cara va prendre cher aussi, après, et Nicolas va prendre cher. Tout le monde va prendre cher. Tout le monde prend cher, mais quand même particulièrement Pepita, je trouve. Sachant qu'en fait, surtout Cara tombe sur Pepita alors qu'il y a rien entre les deux. Enfin, tu vois, de base, en tout cas, elles se parlent même pas, on les voit même pas se parler. Ouais, voilà, à la caméra, on n'a rien vu entre les deux. Donc c'est un peu compliqué. Bon, heureusement, après les vérités, les réconciliations. Hein. Mais non, mais c'est ça où je trouve ça triste parce que en gros, Nicolas s'en prend plein la gueule de manière un peu méritée, je trouve, par l'ensemble de l'équipe. Et il s'en va en mode oh, mais vous savez quoi, moi aussi je vais m'en aller parce que voilà. Et il s'en va et en gros, t'as Iris qui lui court après. Ah oui, et en fait, vrai. c'est trop triste parce qu'elle dit moi, c'est le seul gars qui me plaît avec qui j'ai une ouverture, donc faut pas qu'il s'en aille. Et tu vois, elle va le retenir. Ça sent pas
sincère entre guillemets, tu vois, c'est ça qui me désole un petit peu, c'est que dans son comportement, elle va le réconcilier, elle va un petit peu le soutenir et tout ça, mais tu vois que c'est parce qu'elle est un peu desperate tu sens que c'est elle-même. son unique chance de ken dans la villa et du coup elle est en mode genre non mais t'en vas pas parce que sinon je vais rester pucelle pendant toute la saison. Non mais c'est trop triste et franchement c'est pour ça que je crois qu'on se termine là-dessus d'ailleurs sur cet épisode où il se passe encore un dernier truc. En fait on termine juste sur la scène de Tristan et Cara qui baisent, la pauvre Iris qui vient de remonter le moral à Nicolas, elle débarque dans la chambre pour discuter et en fait je pense qu'elle comprend pas tout de suite que Cara et Tristan sont en train de baiser, donc elle arrive dans le noir comme ça, elle fait c'est moi et machin, et elle commence à leur parler et les deux ils sont là ouais nickel. Et au bout de quelques secondes, en fait, elle comprend qu'ils sont en train de baiser, donc elle s'en va. C'est drôle, en vrai, mais cette hilarant. séquence, je crois que c'est la séquence qui m'a fait le plus rire. Degré 1, vraiment, elle est vraiment drôle. Elle est drôle. Mais du coup, c'est la fin du 3e épisode. Je vous rassure quand même, Iris aura le temps de se faire déglinguer dans le reste de la saison. Et est-ce que Pépita va trouver l'amour ? Est-ce que Pépita va se faire déglinguer ? Mais je sais pas si je peux vous spoil. Mais si, vas-y, on est là pour ça. Pépita va se faire déglinguer par Théo. Et c'est là que en fait, ça va prendre toute son importance. C'est que a priori, Théo est un excellent coup. Et a priori, il y a une alchimie sexuelle de malade entre les deux. Ils baisent une fois ensemble. Et en fait, les deux sont en mode OMG, c'était incroyable. Et donc, en fait, vraiment, tu sens que les deux, ils se sont bien trouvés. Bon, clairement, ils sont pas en couple ni rien, tu vois. Et ça n'aura pas duré plus que le temps de la saison. Mais du coup, a priori, ils kiffent bien tous les deux. Ok, Iris va se faire tringler aussi. Et tu disais qu'Iris va pas avoir forcément cette image de meuf un peu cool qu'on voit pendant les 3 premiers épisodes. Iris, elle va se faire dégommer par... de mémoire, parce que du coup, j'ai pas regardé toute la saison. Elle va se faire dégommer par Tristan et Théo en même temps. Wow. Enfin, en tout cas, d'enfilade, quoi. Et ouais, Iris, elle va être un peu dans les dramas. Après, je crois qu'elle fait des trucs pas très cool avec Pépita. Enfin... Elle sort un peu de ce personnage de meuf hyper pipou, tu vois, et hyper mignonne, pour laquelle on a presque un peu de la pitié, ou en tout cas pour laquelle on s'attache. Ils restent tous égaux à eux-mêmes, à peu près. Il y a juste Julie qui commence ensuite à devenir pas très sympa, parce que elle commence à se taper Tristan, et c'est un peu compliqué, parce qu'à la base, c'était la BFF de Auriel, et du coup, Auriel, elle est pas très contente, bref. 3 questions pour terminer, ensuite on passera à la partie plus profonde. Première question, est-ce que Enzo a détourné un hétéro ? Enzo n'a pas détourné un hétéro, mais par contre, Enzo, c'est peut-être celui qui aura l'histoire d'amour la plus pipou, puisqu'il va rencontrer un mec en boîte. Du coup, il va le revoir plusieurs fois, il va même le ramener à la villa. Et franchement, les deux sont archi mignons, ils ont l'air trop... Enfin, ils sont trop pipou. Deuxième question. Est-ce que Tristan les a baisées toutes ? Et je crois que oui. Non. Il me semble que si, hein, parce que du coup... Il a fait Cara, Auriel, ça c'est sûr. Cara, Iris t'a dit. Il a fait Pépita ? Iris, Julie. Il me semble qu'il fait Pépita. Hein. Oh merde. Je suis pas sûre. Faudrait que faut que je regarde les épisodes. Mais ouais, je crois. Et 3e question, comment se termine le dernier épisode de Frenchy Shore ? Sur quoi ça s'ouvre ? Quelle est la conclusion, entre guillemets, de cette première saison ? La conclusion, elle est très, très formatée. Hein. Elle est un peu chiante d'ailleurs. Le dernier épisode, il est pas très marrant. Souvent sur ces formats-là, le dernier épisode, c'est un peu tout le monde se met en rond autour du jardin et tout le monde dit bon alors c'était quoi votre moment préféré, c'est quoi votre plus belle rencontre, et en fait du coup c'est plus des flashbacks de ce qui s'est passé pendant la saison et ensuite qu'est-ce qu'on va devenir après toi et moi parce qu'on est en couple et tout. Donc en fait le dernier épisode il est très conventionnel, voilà, c'est il y a les couples qu'il y a eu les dramas qu'il y a, mais en fait tout le monde se réconcilie parce que finalement c'est l'été, c'est Frenchy Shore, c'est la vie, l'amour, l'amitié, et voilà, tout le monde se dit au revoir et à l'année prochaine, quoi. Question bonus, quelle est la chose la plus crue, la plus hardcore sexuellement que tu as vue pendant la saison ? Oh là là, bonne question. Ah si, c'est quand... En gros, ils vont dans un salon de tatouage pour se faire tatouer sur un coup de tête. Je déconseille l'exercice. Et Melvin se fait sucer pendant qu'il se fait tatouer. Oh non. Ça n'a aucun sens. Vraiment, t'es là, waouh, dur. Mais voilà, et vraiment, elle le fait en toute tranquillade. C'est avec qui de quoi ? Par qui il se fait à ton avis, Auriel. Ah oui, pourquoi je pose la question ? Ah non, pour le coup, le couple Melvin-Auriel reste pendant toute la saison. Hein, donc. Ok, eh bien écoutez, sur ce petit résumé, on va passer à la partie plus profonde de l'émission et on va revenir un petit peu à la jeunesse de Frenchy Shore parce que en réalité, comme tu disais, les Shore sont une franchise qui a commencé avec non moins que les célèbres Jersey Shore, qui sont plus connus aux États-Unis qu'ils ne sont connus en France et qui ont tenu 6 saisons à partir de entre 2009 et 2012. C'est ça, donc ça a été plutôt court et ça a été une série qui se centrait en gros
Ils sont pas dans une villa spécifiquement, c'est pas pour les vacances, mais c'est une sorte de couple, enfin pas de couple. Si, c'est pour les vacances. Ah, c'est pour les vacances aussi ? Ouais, en fait, autant c'est pour moi. vraiment un groupe d'Italo-Américains. Enfin, pour remettre en contexte, nous, on ne sait pas trop en France, mais les Italo-Américains du New Jersey, c'est vraiment les beaufs des États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est considéré comme les beaufs des États-Unis. Ça fait partie des beaufs, parce qu'il y en a plein des beaufs aux Ouais, États-Unis. mais en gros, tu vois, c'est un peu nos Marseillais ou nos ch'tis à nous. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc, c'est assez... il y a beaucoup de stéréotypes autour de cette typologie de personnes. Et en gros, la première saison, ils vont faire un spring break dans le New Jersey. Ah bah oui, non mais le spring break se prête tellement. Alors le spring break, si je me trompe pas, tu me dis, c'est en fait la période de break juste après les examens, Ouais, c'est les ça. vacances Ouais, d'été, c'est les entre grandes guillemets. Et justement, c'est vraiment toute une institution aux États-Unis où c'est un truc de déglingo. C'est-à-dire que c'est un petit peu la tradition, c'est là où tout le monde va se déglinguer, tout le monde va se lâcher. C'est des grosses soirées étudiantes, vraiment. Mais c'est des vacances étudiantes à ce stade-là, et ça devient en fait tout un pan du tourisme américain à plusieurs endroits centraux, où c'est en mode, ça va être l'événement pendant un mois des jeunes qui vont juste s'alcooliser, sexer et complètement se débrider devant tout le monde. Avec de la musique. Ah bah ouais, mais ça, c'est idéal. En France, on n'a pas ça, mais le spring break, putain. Ouais. C'est incroyable. Et c'est ce que tu disais, il y a eu 6 saisons, il y a eu beaucoup de spin-off, puisqu'il y a eu, Parce qu'en fait, évidemment, c'est le principe de ce genre d'émission, c'est que tu suis des gens sur plusieurs saisons. Un peu à la Kardashian, en fait, c'est vraiment les téléréalités qui marchent beaucoup. C'est pas un dynasty show parce que c'est pas une famille à proprement parler, mais au final, c'est un peu ça. C'est tu les vois grandir devant les caméras. Les dernières saisons, par exemple, de Jersey Shore, il se passe des trucs de fou parce que en fait, tous sont mariés, ont des enfants, donc tu vois leurs problèmes de couple, tu vois leurs problèmes judiciaires aussi, puisqu'il y en a plein. Il y en a un par exemple qui ne peut pas participer à une saison parce qu'il est en zonzon, parce qu'il a détourné de l'argent / oublié de déclarer ses impôts. Et en fait, on a tous oublié de déclarer nos impôts. Un wink. Mais en fait, ça devient vraiment un élément narratif des prochaines saisons. Tu vois, c'est hyper drôle parce que du coup, son procès est scénarisé du coup dans la saison, ses copains viennent le voir, c'est vraiment, en fait, c'est leur vraie vie à la fin. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que pour la science, j'ai regardé quelques extraits de Jersey Shore et en gros, j'ai trouvé ça, toute proportion gardée, plus intéressant parce qu'on suit en fait vraiment un quotidien. Il y a un quotidien qui est vraiment installé. C'est pas juste une villa, 5 minutes de séquence où on fait semblant de travailler et puis voilà. Là, t'as vraiment des fils rouges, des dramas un peu plus sérieux, etc. C'est pas juste de la ken. C'est parce que c'est possible, parce que c'est des candidats qui sont déjà connus et pour lesquels le public s'est entre guillemets déjà attaché. D'accord. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu mets 10 personnes que personne ne connaît comme ça, genre tu mets le casting de Frenchy Shore dans leur vie quotidienne, je pense que ça marcherait pas forcément. Alors que là maintenant ça fonctionne parce qu'effectivement ils sont connus, on connaît, par exemple il y en a une, on la voit rencontrer son mari, on la voit ensuite divorcer, on la voit tromper son mari, voilà. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Bienvenue à Jersey Shore a eu plein d'adaptations dans le monde entier. Donc il y a eu au Royaume-Uni, qui est de loin ma préférée, donc c'est Geordie Shore, qui se passe avec les beaufs anglais. C'est une pépite. Et il y a eu aussi Acapulco et Gandhi qui se passe en Espagne. Ah, incroyable. Donc au final, en fait, la France, c'est la 4e déclinaison, en tout cas, des shores. Sachant qu'il y a eu aussi eu plein de shores. Il y a eu par exemple des compétitions entre shores. C'est-à-dire tu prends les Geordie Shore, les Jersey Shore et tu les mets en compète. Wow. Voilà, c'est hilarant. Il y a vraiment beaucoup de spin-off dans la télé-réalité anglophone. Et du coup, en fait, finalement, la France, c'était logique qu'il y ait un shore aussi. Ça faisait des années que c'était un peu, je pense, dans les cartons. Et on est un pays de télé-réalité aussi, il faut dire ce qui est. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, surtout, le phénomène, il a cartonné. Pas tant sur MTV et Paramount+, mais surtout sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Et parce que c'était la première fois qu'on voyait autant de sexualité, en fait. C'était peut-être la première fois dans une télé-réalité française qu'on voyait autant de sexualité. Mais en fait, surtout, c'était vraiment que les extraits ont tourné partout et en boucle. Et ça, c'était quand même assez inédit pour de la télé-réalité parce que quand t'es sur TikTok, quand ton algorithme a compris que t'aimais un peu la télé-réalité, t'as des séquences de télé-réalité qui vont popper. Mais là, vraiment, il y en avait partout. On en reparlera, ça pose quand même pas mal de questions parce que c'est quand même un programme qui est interdit aux moins de 16 ans. Mais voilà, c'était intéressant de voir que la popularité de Frenchy Shore, elle a été largement rendue possible par TikTok aussi. Et on va justement parler de la réception de Frenchy Shore. Frenchy Shore, donc 10 épisodes qui sont diffusés un soir par semaine après 23h, interdits aux moins de 16 ans, puis mis en ligne sur Paramount+, donc il faut un abonnement payant pour y aller.
Et ça n'empêche que la télé-réalité a tellement fait parler d'elle sur les réseaux sociaux que tout le monde a fini par voir un bout de Frenchy Shore d'une manière ou d'une autre. Et ça a scandalisé beaucoup de monde, à commencer par la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, qui n'a pas manqué de s'exprimer sur le sujet en disant que c'était un contenu à la limite de la pornographie, en disant que justement c'est désastreux. J'avais vu une interview d'elle, justement, la fameuse interview assez prononcée, où elle disait que faut absolument pas que les jeunes tombent là-dessus parce que voilà, c'est avec ça qu'ils vont apprendre, qu'ils vont faire leur éducation sexuelle. Alors, je déteste quand des gens tapent sur la télé-réalité en disant « Ah oui, c'est pour ça qu'ils vont apprendre le sexe. » Tu fais « Bah déjà, essaye d'instaurer de l'éducation sexuelle et arrête d'interdire tout ce qui est contenu à caractère sexuel. Enfin, tu vois, à caractère sexuel positif. Ça m'énerve de taper dessus où t'es en mode déjà, vous ne faites aucune prévention. Enfin, si vous faites de la prévention contre la pornographie en disant que c'est pas bien, mais vous ne faites aucune éducation. Éduquer les gens, et déjà, il n'y aura pas ce problème-là. Donc, en fait, elle n'a pas manqué de taper sur Frenchy Shore pour ces raisons-là en disant c'est pornographique, et mon Dieu, les jeunes, ils vont voir ça, ils vont me penser que c'est ça le sexe de la vraie vie. En fait, non. Donc, c'est vrai que ça avait fait vraiment débat qu'une ministre de la Culture vienne en parler directement sur un plateau, quoi. En fait, c'est ça. Ça a énormément fait parler parce que c'est la première fois qu'une télé-réalité française, grand public, en tout cas, voilà, parle aussi ouvertement de sexe. Il y a vraiment ce truc de ça n'était jamais vraiment arrivé. Dans les Marseillais, dans les Anges, par exemple, pendant très longtemps, on ne disait pas que les candidats couchaient ensemble, par exemple. C'est arrivé il y a assez tard, au final, je pense que c'est arrivé il y a 5-6 ans. Mais jusqu'à présent, on utilisait toujours des euphémismes en disant « on a passé la nuit ensemble, on a passé la nuit à discuter ». Évidemment, personne n'y croit, mais je pense que forcément, quand t'as 12 ans, peut-être que tu fais pas attention à ça. Là, c'est complètement assumé. Après, là où la ministre, elle a pas tort, c'est que, effectivement, ce n'est pas un contenu qui est censé être accessible à des jeunes. Ça, comme c'est de la clair. pornographie, c'est vrai. C'est clair. C'est pas de la pornographie, ça reste interdit aux moins de 16 ans. Si c'était de la pornographie, ce serait interdit aux moins de 18. Mais en l'occurrence, c'est clair que c'est ultra explicite. Pour la première fois, en fait, il y a un truc il n'y a pas de filtre, et même, c'est un peu aussi un argument marketing. Mais ça, c'est du sexe, ça fait vendre. Enfin, on l'a vu avec les 50 Shades, les 365. On sait que quand on vous dit qu'il y a du cul, attention, c'est sulfureux. Bande de petits coquins, vous allez voir. Et même nous, regarde, on fait des émissions dessus. Donc finalement, c'est que ça marche. Bien sûr, et en fait, c'est surtout, qu'est-ce qui différencie Frenchy Shore des Marseillais, finalement ? Le sexe. Le sexe, c'est exactement le même concept. C'est-à-dire que tu fous 10 débilos dans une maison, ils vont te jober, ils vont s'engueuler, ils vont tomber amoureux. La seule différence, c'est que effectivement, là, le sexe est montré de manière crue, en tout cas sans filtre, supposément sans filtre, parce que évidemment, il y a certains aspects de la télé-réalité qui sont scénarisés. Évidemment que ça fait scandale, et c'est un peu normal, parce qu'en France, on est très très prude là-dessus. Par exemple, en comparaison, les saisons de Geordie Shore, c'est 1000 fois plus trash. C'est-à-dire que là, tu vois, tu dis, on voit les gens baiser. On les voit pas baiser. On voit les couvertures qui bougent, on voit vite fait quand elle se met sur lui. Je trouve qu'on voit quand même 2-3 trucs, même les dans trucs de la suce et Shore, tout ça. tu les entends baiser, tu les vois en mode, il n'y a pas de couverture dessus. Tu vois jamais les organes génitaux, mais par exemple, sur un missionnaire, elle a les jambes au niveau des oreilles. Tu le vois, tu vois le dos du gars qui fait ça, enfin tu vois ses fesses et tout. C'est 1000 fois plus trash en termes de représentation sexuelle. Je dis pas que c'est mieux ou quoi, je dis juste que, pour le coup, en France, on est relativement soft sur, en tout cas, la déclinaison du concept shore. Mais en fait, c'est ça qui est assez paradoxal, mais on va peut-être en parler après, mais dans la télé-réalité, il y a beaucoup de sexe dans la télé-réalité française, c'est au cœur de nombreuses émissions, mais vraiment, on n'en parle pas alors que tu fais, mais c'est le concept de ton émission. Mais ça, on reviendra dessus après, pour continuer un petit peu sur la réception des Frenchy Shore. Et justement, il y a Arthur qui avait été interrogé à ce sujet-là, parce que la série faisait vraiment polémique, je crois que c'était vers fin novembre qu'il l'a été, et il a défendu ça d'une manière que je trouve assez intelligente, en disant « Frenchy Shore est payé en même titre que le film porno de Canal+ le samedi soir, même si on n'est pas à ce niveau-là non plus ». Et je trouve que c'est vrai. Et je trouve que non, pour moi, faut pas interdire Frenchy Shore parce que il a été diffusé pour moi dans les meilleures conditions, entre guillemets, avec les meilleures précautions possibles. Mais comme tu disais, le problème, c'est que ça a été diffusé d'une autre manière sur les réseaux sociaux et c'est ça qui a fait que peut-être on s'est retrouvé avec des images qu'on n'aurait pas dû voir. En fait, c'est exactement ça. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que Frenchy Shore, c'est un programme qui est interdit aux moins de 16 ans, qui est diffusé après 23h et qui est diffusé sur des plateformes payantes. C'est un programme qui est tout à fait légal. La preuve, c'est qu'il n'y a eu aucune saisine de l'Arcom en fait, sur ce genre de programme. L'Arcom, c'est en gros le gendarme des télécommunications. C'est en fait l'ancien CSA Adopi. Donc en gros, quand il se passe une séquence choquante à la télé, c'est eux qu'on va saisir pour dire « Regardez, ça c'est pas légal, vous pouvez pas montrer ça à la télé ». L'Arcom n'a jamais sanctionné Frenchy Shore. Et en fait, c'est normal puisque toutes les règles sont respectées. Par contre, effectivement, ce qui est pas normal,
c'est que le programme a été ultra populaire sur TikTok. Il y a eu 35 millions de vues sur TikTok, ne serait-ce que la première semaine de diffusion. Donc dis-toi que toutes les scènes les plus trash, elles sont retrouvées sur TikTok. Du coup, elles ont potentiellement été visionnées par des enfants de 13 ans, puisque c'est l'âge minimum légal pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Sans doute moins, puisqu'on le sait, les enfants à partir de 10 ans, la moitié ont des comptes sur les réseaux sociaux. Et il y a eu l'effet Streisand aussi. L'effet Streisand, c'est moins vous voulez parler d'un sujet, plus on va en parler. Et que si vous regardez, vous tapez Frenchy Shore et que vous regardez un peu, tous les médias en ont parlé à peu près au même moment. Mais tu vois, pour défoncer la série, ça fait un bad buzz, entre guillemets, tel que tout le monde, même moi, j'avais entendu parler de Frenchy Shore alors que je ne consomme pas de télé-réalité. Il y a même des articles sur Slate, Le Monde, il y a des articles partout. Et justement, ça crée encore plus ce truc de on peut pas le voir, mais t'inquiète pas, il y a des extraits sur TikTok. Donc en fait, c'est plutôt tout ce qui a découlé des médias et des réseaux sociaux qui a fait qu'il y a eu autant de scandales. Qui n'était pas si mérité que ça en soi. Tu vois, c'est une émission comme une autre. C'est pas plus con. Au moins, ça prétend pas être ce que c'est pas. C'est ça, c'est vraiment pas plus con. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus au Journal du Geek, pas pour défoncer le programme, justement, mais pour parler du phénomène que c'était sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien ça le problème. Le problème, c'est pas Frenchy Shore, c'est pas sa diffusion. Le problème, c'est qu'il se soit retrouvé sur les réseaux sociaux visionnés par des enfants. Et le problème, c'est que, c'est ce que tu disais, TikTok censure officiellement la pornographie, TikTok censure officiellement tout ce qui n'est pas censé être visible par des enfants de moins de 13 ans, mais du coup Frenchy Shore c'était en accès libre. Et sauf que ça, j'ai envie de te dire, ce n'est pas le problème de A-Production et c'est pas le problème de Frenchy Shore. C'est le problème de TikTok. C'est TikTok qui ne sait pas modérer ses contenus. Et ça a toujours été, TikTok c'est une catastrophe en termes de modération, c'est pas les seuls puisque Instagram c'est pareil. Mais le problème, c'est pas Frenchy Shore, là, dans ces cas-là. C'est même pas tant le problème, et on va clore là-dessus pour la partie réception, vu que le 1er mai 2024 a été annoncé le saison 2. Le grand retour de Frenchy Shore. Est-ce que tu as un peu des détails sur cette saison 2 ? Est-ce que ce sera les mêmes candidats et candidates ? Oui, j'ai des détails sur la saison 2. Enfin, en fait, c'est les détails de tout le monde. C'est pas des trucs incroyablement confidentiels. Oui, en fait, ça va être les mêmes candidats. Et en fait, c'est ça le principe du Shore. C'est-à-dire que vraiment, tu vas suivre une famille, entre guillemets, de candidats. On sait déjà qu'on va retrouver Ouriel, Tristan, Cara, en fait, toutes les grosses têtes du programme. Forcément, il y aura quelques nouveaux. Parce que c'est tout le principe. C'est-à-dire que évidemment, là, ils ont déjà fait une saison ensemble. Tu vas faire une deuxième saison. Ils vont avoir des dramas internes entre eux, puisqu'il faut bien se dire que aussi, depuis la fin de la diffusion, il y a eu des dramas sur les réseaux sociaux, il y a eu des couples, des pas couples, des engueulades, voilà. Par exemple, Ouriel et Cara maintenant sont meilleurs amis, et Ouriel déteste Iris, parce que Iris a eu... je crois qu'Iris a tenu des propos un poil transphobes. C'est pas très cool. Voilà. Mais en gros, tu vas avoir les anciens candidats, et tu vas avoir un peu la fresh meat, donc les nouveaux candidats, avec qui, évidemment, il va y avoir du cul, parce que c'est bien beau, mais le couple Tristan, Auriel, Melvin, forcément, il va pas faire 15 saisons. Et donc, en fait, c'est tout le principe des Shore. Les anciens, quelques nouveaux, et puis ensuite, on voit qui reste, qui part, voilà. Ça promet d'être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Je tenais à dire que, effectivement, Frenchy Shore, c'est la culture du vide abyssal. On est sur de la télé-réalité. Donc, c'est complètement con, c'est hyper beauf. Ça n'échappe pas à plein de stéréotypes sexistes. Ça, c'est clair. Mais je trouve que tout n'est pas complètement acheté, tu vois. Et justement, on va se poser la question dans la deuxième partie. Le sexe dans la télé-réalité, pourquoi est-ce que l'aspect sexuel a autant choqué dans Frenchy Shore ? Et est-ce qu'on peut le définir comme beaucoup de médias l'ont défini, c'est-à-dire comme étant une série dégueulasse, absolument de mauvais goût ? Et je vais commencer à répondre en disant, je trouve pas. D'une certaine manière, parce que la sexualité, elle est déjà très très présente dans la télé-réalité, comme je disais auparavant, c'est-à-dire que on a des émissions entières qui sont axées autour de la sexualité. Je vais penser déjà à l'île de la Tentation, où le concept c'est quand même que nous allons avoir, je crois que c'est 5 couples à peu près, hétérosexuels bien entendu, les femmes sur une île avec des hommes super sexy qui doivent les draguer, voire les pécho, les hommes vont sur des îles hyper sexy où les meufs elles sont hyper bonnes, etc. Et il faut les pécho, et il y a du sexe, et déjà il y a des choses qui sont montrées comme étant du sexe. Je ne regarde pas de télé-réalité. Le seul moment où je regarde des télé-réalités, c'est sur les live Twitch d'Antox Colaboy, qui fait les lives de la facilité le lundi soir et où on a regardé beaucoup de télé-réalités, mais pour des questions sociales. C'est super bien. Moi, vraiment, c'est justement, j'aime bien parce que j'ai l'impression de regarder avec un pote et on se pose des questions. On se dit comment on en arrive à là, c'est quoi les ficelles, c'est quoi les trucs, et j'aime beaucoup. Et justement, je me suis tapé toute une saison de l'île de la Tentation. Et tu vois, ça pue le cul. Enfin, autant le dire, ça pue le cul. Mais la télé-réalité est construite sur le cul. Enfin, vraiment, tu vois, la télé-réalité, les deux trucs, c'est les engueulades, souvent d'ailleurs en rapport avec des couples, et les couples / le cul. Et faut quand même se rappeler que on parle de Frenchy Shore en disant c'est hyper choquant, c'est machin. Je rappelle juste qu'il y a 10 ans, dans Les Anges, il y a une meuf à qui on balançait des seaux de pisse dessus.
On a eu Loana aussi dans la piscine, qui a été la première scène un peu sexy, entre guillemets, même si elle a été remise en question lourdement. Au-delà du sexe, on a eu des trucs hyper choquants dans la télé-réalité. Tu veux dire qu'on a peut-être touche pas à ton poste enfin, juste comme écoute, ça, hein. Là, on parle pas de télé-réalité. Hein. On parle pas de télé-réalité, là, malheureusement. Mais c'est le cas aussi. Hein. Enfin, on a eu des trucs pires à la télé, quoi. En fait, il y a des trucs qui sont choquants dans la télé-réalité, mais peut-être que c'est juste aussi parce que ce n'est pas un divertissement pour les enfants. Et ça, on l'oublie souvent. Et moi, la première, hein, j'ai grandi avec la télé-réalité. Je pense que j'en regarde depuis que j'ai 12-13 ans, tu vois, à petite dose, voilà. La télé-réalité, ce n'est pas un divertissement pour les enfants. Si Frenchy Shore est interdit aux moins de 16 ans, c'est pas pour rien. Et même si c'est pas explicitement dit, le sexe, il y a une place omniprésente. J'allais dire c'est normal, mais en fait... C'est des relations humaines et forcément... En fait, c'est ça qui m'énerve, je le dis tout le temps, c'est par rapport au film, la culture, etc., c'est qu'on va toujours te parler de relations humaines. Les relations humaines, c'est au cœur de tous les récits, c'est au cœur de toutes les fictions. C'est pour ça qu'on fait du contenu, c'est pour parler de relations humaines. C'est juste un peu le centre de notre existence et c'est normal parce qu'on est humain nous-mêmes et il faut qu'on ait des relations avec les autres personnes. Nous sommes des animaux sociaux. Je ne vais pas revenir à mes cours de philosophie, mais vous avez compris. Et forcément, quand tu es adulte, pour moi, à moins que tu sois asexuel, parce que je ne vous oublie pas les asexuels, je ne vais pas vous insulter en disant ça, mais la plupart du temps, bah forcément, quand il y a des relations entre gens, il y a du sexe. Et le sexe, ça fait partie des relations avec les gens. Tu ne peux pas te détacher de ça parce que ça fait partie de ton identité et de ta relation avec la personne. Et la plupart du temps, on est habitué à voir des contenus où le sexe est complètement exclu des relations sociales. C'est ça. Donc quand on en voit, on fait « Waouh !» On vous a tellement habitué, matrixé à vous dire que il ne faut pas le montrer, c'est sale, ça fait partie de notre bagage culturel, ça fait partie également de notre bagage religieux, parce que nous sommes un pays où la religion a une grande place, la virginité, voilà, faire attention, le sexe pour la vie avec une seule personne, seulement pour la procréation. On a tout un bagage culturel et religieux qui fait que en France, on est un pays où le sexe est encore très tabou. Ça commence à aller mieux, doucement mais sûrement, mais vraiment, c'est pas encore ça. Et je peux le dire en ayant fait un podcast sur la pornographie, je peux vous dire... En commençant ce podcast, je pensais pas que ce serait aussi fermé du cul, on va dire, sur la pornographie. Mais très clairement, le sexe, ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations. Et on essaie toujours de détourner pour pas choquer le téléspectateur adulte lambda, mais tu ne peux pas, pour moi, expliquer des relations, tu vois, surtout amoureuses, sans sexualité. C'est impossible. Oui, Frenchy Shore, c'est beauf, hein. On va pas vous vendre ça comme le dernier épisode du Masque et la Plume. Est-ce que ça existe encore? Je suis oui, ils le disent, mais en plus, tu vois, tu lances en fait ton premier épisode de Frenchy Shore. Le premier épisode, tu vois, tous les épisodes commencent par des petites coupes de l'émission, un petit peu pour te vendre un peu l'émission. Et je me souviens que les premières paroles qui sont prononcées sur le premier truc que tu verras dans Frenchy Shore, c'est tu veux qu'on s'embrasse? L'autre qui répond, tu veux pas me sucer plutôt? C'est le premier dialogue que tu entendras de Frenchy Shore et ça donne la couleur. Tu adhères, tu n'adhères pas, c'est ton problème. Mais voilà, ne va pas tu juste sais pourquoi le taper tu signes. dessus. Et oui, c'est de la télé-poubelle, bien sûr, mais je trouve que tout n'est pas acheté. Par exemple, tu vois, la manière dont on accueille les différentes sexualités, les différentes identités de genre, bah moi j'ai trouvé ça hyper cool. Le fait que Enzo soit gay, que Théo soit libertin, que Nico soit pan, qu'Auriel soit trans, en fait, c'est des non-sujets, tu vois. Il y a juste une scène, effectivement, quand Auriel fait son coming out trans, mais au final, c'est même pas un sujet. Enfin, tu vois, c'est une scène, mais tu vois, il y a un truc de bah ok, on le dit et puis on passe à autre chose. Et je trouve ça bien. Et même si, oui, évidemment, il y a ce truc de politiquement correct, j'ose espérer que, tu vois, tu vas pas montrer ce genre de choses à la télé, eh ben, je trouve que quand même, c'est bien de le montrer. Parce que même si, oui, c'est normal et on n'en attend pas moins, ça montre à des potentiellement jeunes personnes, ou en tout cas à des gens, tu vois, des jeunes adultes, que c'est pas parce que t'es une femme transgenre que t'es une femme différente des autres que tu peux avoir des relations sexuelles. Enfin, en fait, tu vois, je trouve que malgré tout, ça montre certaines choses pas si pires, on va dire. De là à dire que c'est un programme féministe comme le vendait la production, je ne suis pas sûre, parce que bon, on n'échappe quand même pas à tous les stéréotypes de genre. Voilà, les femmes sont très sexualisées, il y a des stéréotypes sexistes qui sont propres à la télé-réalité, ça c'est clair. Mais il y a des séquences qui, pour moi, font, entre guillemets, du bien à voir, tu vois. Surtout dans un truc de télé un peu nul comme ça. Par exemple, ça vous l'avez pas vu dans les 3 premiers épisodes, mais on va avoir un énorme sujet aussi sur le consentement. Et ça, c'est hyper important. En fait, on va avoir une séquence où ça va être un peu un espèce de truc genre tu fermes les yeux, quelqu'un t'embrasse et tu dois deviner qui c'est. Donc du coup, tous les candidats se prêtent au jeu et il y a juste Melvin qui dit « Attention, moi je veux pas qu'un mec m'embrasse ». La limite de Melvin, elle est posée. Évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nicolas va aller embrasser Melvin. Ce qui est sûr, c'est que du coup, Melvin ferme les yeux, Nicolas va l'embrasser. Et Melvin se rend très vite compte, évidemment, que c'est pas une meuf. Et en fait, il pète un câble.
Le truc, c'est que tu peux pas lui en vouloir, tu vois. À un moment, tu poses son consentement, tu poses ta limite, les autres personnes ne le respectent pas, et à un moment, tu vois, il y a même, ils sont là, oh, t'es chiant, ça va, on joue, c'est qu'un bisou, machin. Non, il a posé une limite au niveau de son consentement, elle est pas respectée, en fait, c'est pas bien. Tu vois, donc il y a une grosse engueulade dans la soirée, et le lendemain matin, il y a vraiment une discussion, alors qui est sans doute poussée par la prod, mais on s'en fout, en fait. L'important, c'est qu'elle soit montrée, tu vois, cette discussion, et qu'elle soit vue par les téléspectateurs. Il y a vraiment ce truc de Nicolas qui prend la parole devant tout le monde et qui dit ok, en fait là on a merdé parce que Melvin avait dit moi je suis pas d'accord pour ça, on n'a pas respecté son consentement et le consentement c'est valable pour tout le monde. Je trouve que c'est le genre de séquence qui devrait être montrée dans tous les prismes, tu vois, du divertissement, donc que ce soit dans les trucs intelligents, mais aussi dans les trucs nuls. Et je trouve que ça fait du bien que ce soit montré dans les trucs nuls. Ils sont pas obligés, évidemment. Après, je trouve que c'est quand même toujours bien, surtout quand tu sais qu'on va pas être hypocrite. C'est interdit aux moins de 16 ans. Tu te doutes que beaucoup de gens de moins de 16 ans voient ce genre de choses, même si c'est pas normal, c'est une réalité. Moi, je trouve que c'est quand même bien, tu vois, d'infuser ce qui se passe, surtout quand c'est aussi ouvertement sexuel et tout, d'infuser ça avec un petit peu de valeur, entre guillemets. En fait, c'est un peu comme montrer des capotes, par exemple, dans des films porno. Ils sont pas obligés. Je trouve que c'est bien de le faire aussi pour montrer que, en fait, oui, ça fait partie du sexe, ça fait partie des rapports humains, et même si, évidemment, le porno, oui, c'est de la fiction, tu vois, mais il y a ce truc de, on montre des choses qui sont bien à montrer. Oui, et tu vois, même au-delà de ça, quand on dit que le contenu est pornographique, je fais non, il est sexuel. Sexuel n'est pas pornographique. Il y a un moment où on voit des choses explicites. Je vais pas dire le contraire, mais vraiment, même si tu arrives à voir un peu ce qui se passe, tu vois, à comprendre ce qui se passe, t'as pas des gros plans, c'est pas un contenu pornographique. En fait, c'est cru dans les paroles. Oui, c'est très cru, c'est ce que j'allais dire, exactement. Les paroles sont extrêmement, ça c'est clair, les paroles sont extrêmement vulgaires, c'est extrêmement cru. Ouriel passe son temps à dire qu'elle a envie de s'étouffer sur la tub de Melvin. Ça c'est clair, c'est ultra cru. Ce n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. c'est clair, enfin tu vois, mais en même temps, ce n'est pas un programme pour les enfants. Et même si je suis pas sûre que 16 ans ce soit le bon âge pour entendre ce genre de propos, malgré tout, tu es quand même plus armé par la vie que quand on a 11. Bien sûr, et c'est pour ça que ça m'a autant étonnée de voir les médias bâcher l'émission. C'est que j'étais en mode, alors, je comprends que vous n'êtes pas habitué à voir de la sexualité à la télévision, mais vraiment, quand je lisais les articles, je m'étais pas encore renseignée sur le cadre de diffusion de Frenchy Shore, et c'était comme si, tu vois, on était tombé sur une télé-réalité, je sais pas, le mercredi après-midi à 16h. Tu vois, c'est ça en fait où j'ai fait, comment ça se fait que les médias, en plus des médias parfois très intelligents, même voir, tu vois, du Slate et tout ça, tombent autant dans le panneau. Parce que je déteste la télé-réalité, mais je suis en mode, écoute, si ça va à des gens, et tant que c'est bien diffusé dans un bon cadre de diffusion, c'est ça. Franchement, j'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas, je le regarde pas, personne ne le voit. Comme tu dis, et personne n'a remis en question les réseaux sociaux, personne n'a remis en question le fait que même eux, en tant que médias, vous parlez, vous dites ce qui se passe dans le truc. Mais bien sûr, tu contribues à alimenter live. Vous êtes tout aussi responsable, en fait. Non, puis il y a un vrai truc aussi, tu vois, sur la télé-réalité, qui est un vrai mépris de classe sur la télé-réalité. Moi, je trouve que c'est, évidemment, tu vois, c'est un divertissement qui est con comme la lune. On est sur voilà, des gens un peu débilos qui font des trucs un peu débilos. Mais je trouve pas que le mépris de classe qui existe soit justifié. Parce que, tu vois, les médias adorent taper sur la télé-réalité tout le temps, pour tout, parfois pour des trucs justifiés. Attention, il y a certaines séquences, par exemple, qui sont pas normales à montrer. Enfin, tu vois, il y a plein de fois où ça a dépassé les limites légales ou les limites de la télé. Par contre, je trouve pas que mépriser un truc juste parce que tu estimes que c'est trop con et que c'est trop vide, ce soit juste, tu vois, et en tout cas, je trouve pas que ça justifie le fait de taper dessus comme ça. Parce qu'au final, oui, le seul truc qu'ils leur reprochent, c'est d'être culture du vide et de parler de cul. Ok. Enfin, tu vois, ils ne font rien d'illégal. Je pense qu'il y a énormément de sujets sur lesquels on pourrait parler qui sont éminemment plus problématiques. Il n'y a pas de souci, on peut critiquer Frenchy Shore, attention, tu vois, c'est quand même un peu nul, on va pas se mentir. Mais je trouve que le mépris de classe est pas forcément justifié. Et à ce sujet, il y a un livre hyper intéressant qui vient de sortir, qui s'appelle « Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous ». Et en fait, c'est une journaliste qui s'appelle Constance Villanova, ça fait des années qu'elle bosse sur la télé-réalité. Et ça a été publié chez JC Lattèche, je crois. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que ça montre aussi comment la télé-réalité, elle a façonné notre vision de l'amour et du sexe. Et elle parle aussi de ce mépris de classe qui, pour moi, est pas forcément justifié, tu vois. C'est ça, c'est facile de taper sur la télé-réalité quand nous-mêmes, on est issus de classes socio-professionnelles, tu vois, un peu élevées, qu'on a été éduqués, qu'on évolue dans des sphères, entre guillemets, un peu intellectuelles.
évidemment que c'est facile, tu vois, parce que c'est tout de suite ramené à ça, on va pas se mentir. Quand tu imagines le public de la télé-réalité, tu vois, t'imagines le même public qui regarde Touche pas à mon poste, soit banlieue, province, enfin tu vois, t'imagines un truc quand même assez stéréotypé. Et ça, je trouve pas ça forcément justifié. Et dernière question, pour terminer cette seconde partie, est-ce que c'est possible de faire une bonne télé-réalité avec de la sexualité, ou est-ce qu'on pourrait dire tout simplement que Frenchy Shore est une bonne télé-réalité avec de la sexualité? Je sais pas si Frenchy Shore est une bonne télé-réalité, honnêtement. Avec de la sexualité, oui. Ça, par contre. Par contre, oui, c'est possible de faire de la télé-réalité avec de la sexualité et de faire quelque chose de bien. Moi, j'avais adoré Sex Factor. Ah oui, c'était très bien, Sex Factor. J'avais adoré. Alors, Sex Factor, si vous ne savez pas ce que c'est, on a fait tout un épisode avec Mina lors de la première saison du N'importe Q. Sex Factor, c'est une télé-réalité ouvertement pornographique. Ah oui. On va pas se On mentir. peut le dire, oui. L'objectif, c'est un peu une sorte de compétition pour qui sera le ou la meilleure pornstar. Ça peut paraître très trivial et très réducteur quand je le dis dans ma bouche, mais c'est bien plus intéressant qu'on ne le pense. Non, Il y a hyper cool. plein de notions sur ce qui est l'industrie de la pornographie, parce que c'est une industrie. Comment on apprend aux gens, comment c'est pas juste faire du sexe pour du sexe, c'est façonner un métier. Et c'est super intéressant et je trouve ça, mais vraiment génial. J'avais adoré cette télé-réalité aussi et je trouve que c'est l'une des meilleures, mais c'est pas accessible parce que forcément on parle de pornographie. C'est sexuel, certes, mais est-ce que ce serait possible de faire quelque chose de plus accessible sans être dans le aussi trash et vulgaire? Parce que je pense que ce qui a gêné, au-delà de l'aspect sexuel, le fait qu'il y ait du contenu sexuel, c'est le dialogue très trash comme on disait tout à l'heure. Mais est-ce que, imaginons, on retire l'aspect trash, tous les dialogues ultra trash de Frenchy Shore, est-ce que ça marcherait mieux? Est-ce que ça choquerait moins d'une certaine manière? Bah, tu te ferais chier, non? Moi, je trouve que tant qu'il y a du cul, ça va. Tu vois, c'est toujours un peu ce genre de truc où je me dis, dans un autre contexte, peut-être que ça pourrait marcher. Après, ça n'existe pas. Hein. Peut-être que vous, auditeurs ou auditrices, un jour, vous inventerez un programme de télé-réalité avec du cul, sans être aussi bas du plancher d'un point de vue oral, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est... Non, mais en fait, évidemment, tu vois, que je pense que c'est possible de faire une bonne télé-réalité qui parle de sexe de manière assez open, sans aller jusqu'à un truc pornographique. Bien sûr. Tout simplement parce qu'en fait, le sexe, c'est pas un sujet en soi. C'est-à-dire que tu peux faire un très bon film et par exemple mettre des scènes de sexe explicites ou en tout cas fortement suggérées dedans, ça restera un très bon film. Si ton film il est mauvais, le fait de mettre du sexe ou pas, bon à la limite tu vois ça va un peu plus faire vendre ou un peu plus faire parler parce qu'il y aura du sexe, mais ça changera pas. Et pareil, tu peux faire un très bon programme, je pense, de divertissement avec du sexe plus ou moins explicite. On avait aussi Les Architectes du Désir qui était super intéressant là-dessus. C'était plus un documentaire, émission. En fait, pour récapituler, on a fait aussi tout un épisode sur Les Architectes du Désir. N'hésitez pas à aller l'écouter. Mais on va suivre une architecte qui est spécialisée dans les sex rooms, donc c'est-à-dire les pièces qui vont être dédiées au sexe, qui va rencontrer plusieurs couples ouverts, plusieurs parfois bandes de couples, on va dire comme ça, ou voilà, polyamour, voilà, il y a plein de choses, qui vont vouloir avoir une pièce dédiée à la sexualité et arranger cette pièce selon leurs désirs, leurs fantasmes et leurs envies, tout simplement. Et c'était très très bien. C'était très lisse. C'était très lisse, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était très politiquement correct. C'était un peu, ça pouvait plaire à Brigitte du 16e, quoi. Il y avait pas de souci. Voilà. C'était un peu ça. Je pense que vraiment t'es pas sur le même public, tu vois. Non, c'est sûr. Là, c'est un docu où tu vas te dire, ça parle un peu de sexe. Attention, ils ont sorti une tapette. Oh là là, ils ont sorti cravache. Un womanizer. Enfin, tu vois, c'est pas du tout le même public. Bien sûr. Mais oui, je pense que c'est possible. J'avoue que pour l'instant, tu vois, j'ai pas encore trouvé de télé-réalité vraiment bien sur ce sujet-là. Mais... Oui. Bah à voir aussi parce qu'on a cette culture de la télé-réalité où on est très dans les ch'tis, Marseillais, les anges. On est vraiment sur ce qui marche, comme tu dis, c'est des joutes verbales fleuries, ça va être des dramas, ça va être des gens qui se prennent la tête mais pour du vide, et c'est ça que vous voulez voir, bande de coquins. On sait très bien que c'est ce qui vous plaît, si ça s'engueulait pas, ça ne marcherait pas. Et c'est vrai que rajouter le sexe, c'est un peu cette dimension où tu as l'impression que finalement le sexe c'est le grand méchant alors que tu fais mais c'est exactement la même chose. C'est juste la même chose avec des choses montrées en plus. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 10 ans dans les Marseillais, quand Julien il trompait Manon avec Liam, juste on disait qu'il l'avait embrassée toute la nuit. On disait pas qu'il l'avait dégommé, mais c'était pareil, on savait très bien qu'il l'avait dégommé. Bien sûr. Et Manon, crois-moi qu'elle le savait très bien aussi qu'il avait dégommé. Oui, mais fallait juste éviter de le dire, sinon tu perdais ton créneau de grande audience. Mais c'est juste ça en fait. C'est juste que c'est hypocrite. Et c'est ok, tu vois, parce que pour le coup, attention, on est sur un divertissement qui était diffusé à 17h30, qui était en grande majorité suivi par des enfants aussi. Oui, évidemment, tu ne peux pas dire que Liam, elle s'est fait démonter. Enfin, tu vois, en l'occurrence, ça existait déjà. Ils n'ont pas inventé un truc de ouf, Frenchy Shore. Et surtout qu'ils ont repris déjà des concepts qui étaient en Angleterre, enfin dans les pays anglophones, Angleterre et États-Unis. Donc finalement, c'est juste la France peut-être, détendez-vous de l'anus. Puis si vous aimez pas, regardez pas. Enfin, exactement. En fait, il y a vraiment ça aussi, tu vois. C'est pour regarder Frenchy Shore, il faut quand même le vouloir, hein.
parce qu'il faut être abonné à Paramount, ou alors il faut avoir MTV, qui est une chaîne aussi payante, et qui est diffusée après 23h. Faut aller sur les sites de streaming. Oui, alors ça c'est mal. C'est du téléchargement. Enfin, j'ai pas téléchargé, j'ai juste regardé. Non mais enfin, tu vois, il faut vouloir dans tous les cas. Tu ne peux pas tomber sur Frenchy Shore en zappant et en te disant oh là là mes chastes yeux. Mais un peu comme le porno quoi, finalement, tu vois, tu vas pas tomber dessus un peu comme ça. Voilà, donc tu vois. Oui. Pas autant taper sur Frenchy Shore qui est finalement qu'une sur la télé-réalité de manière générale, hein, c'est regardez pas si vous voulez pas. Oui, c'est de la culture du vide abyssal, et ben cool. Enfin, tu vois, il en faut pour tout le monde aussi, du moment que ça véhicule pas des trucs graves, parce que c'est déjà arrivé hein, que ça véhicule des choses graves de type culture du viol, non-consentement et tout. Mais du moment que c'est fait dans les règles, bah... ça va faire de mal à personne. Bah c'est une merde comme une autre en fait. Tu vois, c'est pas... Tu regardes ton nanar, tu regardes ta petite télé-réalité, bon, c'est pas très grave. Et avec tout ça, Amandine, est-ce que ça t'a excité, Frenchy Shore ? Est-ce que la bite à Tristan t'a excité ? Alors non, hein, vraiment pas du tout, mais même pas en rêve. Non, vraiment, je pense que c'est même pas l'objectif. Enfin, en tout cas, je suis curieuse si des auditeurs se sont un peu chauffés devant Frenchy Shore et ensuite se sont tapés une petite queue là-dessus. Vraiment, dites-le moi, parce que comment ? Enfin, comment ? Pourquoi ? Quels sont vos réseaux ? Non, vraiment pas du tout. Toi, est-ce que ça t'a excité ? Bah non plus. Ça n'a pas vocation à être excitant en fait. Et voilà, en fait, le truc qu'ils soient tellement cons tous les uns avec les autres et qu'ils aient cette manière de parler, mais ça fait des bandits directs. Mais oui, c'est plus drôle. C'est vraiment. C'est cocasse. En fait, c'est vraiment de l'absurde. En fait, ça se trouve, Frenchy Shore, c'est du génie. Mais en fait, ça se trouve. Ça se trouve, j'ai toujours mal compris et c'est juste de l'absurde de situation, tu vois. Ça se trouve, c'est juste du génie à l'état pur. Mais non, c'est pas excitant pour un sou. Il y a un moment, faut le dire. Vraiment pas. Moi, j'ai tendance à dire que je déteste cette réalité. Je trouve ça d'un vide abyssal. Je trouve ça stupide. Je vous encourage, si vous voulez, vous vider la tête parce que j'en ai. Je sais qu'en DM, il y a des gens, suite à ma story, quand j'ai annoncé qu'on allait regarder Frenchy Shore, vous m'avez dit « Ouais, mais c'est pour se vider la tête ». Vous pouvez vous vider la tête avec Top Chef, La Starac, Danse avec les stars, RuPaul. Vous voyez des trucs où vous allez vraiment vous vider la tête et pas devant des contenus. Je vais peut-être être dans le jugement, t'as le droit de me taper aussi, Amandine. Je te juge. Enfin... Merci. Non, mais c'est abrutissant. En fait, moi, ce que je trouve... Alors, je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est que quand vous êtes adulte, vous avez un recul. Ne prenez pas au pied de la lettre. Mais quand je vois des ados ou des gens qui me disent ça fait 10 ans qu'ils regardent, enfin tu vois, qui regardent ça depuis leurs 10 ans, qui ont grandi avec ça, je trouve ça problématique en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah c'est sûr que c'est pas pareil quand tu regardes ce genre de contenu adulte, mais c'est comme la pornographie. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas pareil de regarder un film pornographique adulte et de le regarder à 12 ans. Ça c'est clair, tu vois. Et pour moi, effectivement, c'est pas un contenu qui est censé être vu par des enfants. Surtout Frenchy Shore. La télé-réalité de manière générale, hein, mais surtout Frenchy Shore. Par contre, très honnêtement, je comprends j'ai envie de me vider la tête parce que bah oui, des fois t'as envie de regarder de la merde, t'as envie de juger un peu parce qu'on va pas se mentir, on le fait tous, hein. Ça fait aussi partie du truc de... C'est comme quand tu regardes Confession intime ou Tellement vrai, tu vois, t'es là pour voir des beaufs et pour te dire haha, ils sont beaufs. Bah pourquoi pas ? Enfin tu vois, c'est pas forcément le truc le plus sain et c'est sûr que tu vas pas ressortir de ton épisode en te disant j'ai appris tellement de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est vidé la tête sur Frenchy Shore, mais on s'est sûrement pas vidé les couilles. C'est clair. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de regarder autre chose que Frenchy Shore pour vous vider la tête. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi laisser un petit euro ou deux sur notre page Tipeee. Et on remercie Amandine hein, qui nous remplace Mina pour cette émission. Évidemment. Et qui reviendra, je pense, prochainement pour d'autres émissions. Hein. On a hâte de t'avoir pour d'autres sujets, mais s'il te plaît, arrête la télé-réalité, je veux plus regarder ça. Je t'en supplie. Promis. Et je t'ai pas non plus invité par hasard parce qu'il me semble que tu vas sortir prochainement un podcast. Il sera peut-être même déjà sorti au moment où l'épisode sort. Mais oui, je me lance moi aussi dans le podcast parce qu'après tout, qui n'a pas son podcast aujourd'hui dans la vie ? Ça s'appelle Romantrique et c'est un podcast cucu. Hein. L'idée c'est de faire un book club érotique. Donc on va parler de romance cucu, on va parler de romance de cul. Et finalement, c'est un peu comme le book club de ton collège, mais en moins chiant. J'espère que ça vous plaira. Le premier épisode, ce sera sur la chronique des Bridgerton. Et je ne serai pas toute seule pour cette aventure, puisque je serai accompagnée de la merveilleuse Julie E, collègue et néanmoins amie dans la vie.
Vous pourrez nous suivre sur Instagram, romantrique.podcast, puis on vous communiquera tous les réseaux sociaux en temps et en heure. Voilà. Romantrique à ne pas louper. Premier épisode incessamment sous peu, voire déjà sorti quand vous entendrez cette émission. Et pour en savoir plus sur le n'importe Q, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao en fait. Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!